Eh bien bonsoir mes très chers enchanteurs et bienvenue dans l'émission Les Murmures de l'étrange. Et pour cette émission spéciale ce soir, je suis en compagnie donc de Jean-Louis Lagneau. Coucou Jean-Louis. Coucou et bonjour à nos amis et à nos amieux. Et oui, à nos amis, nos amieux, tu as tout à fait raison puisqu'on a du monde sur le chat, on leur fait plein de gros bisous. Et surtout venez les enchanteurs, venez échanger avec Jean-Louis pendant cette émission, poser toutes vos questions. Il y a déjà là tout de suite Roxane, d'ailleurs c'est grâce à Roxane que tu es là, mon très cher Jean-Louis, elle m'a parlé de toi, c'était merveilleux. Et après coup, on a pris contact, cette émission a pu voir le jour. On embrasse également très fort Robert, Sylvain. Donc venez les enchanteurs pour papoter et échanger autour de cette superbe émission. Donc première partie de cette émission, on va un petit peu ouvrir les portes autour de ton parcours, Jean-Louis, puisque tu es un grand passionné d'ufologie. Est-ce qu'on peut un petit peu rappeler aux enchanteurs ce qu'est l'ufologie précisément ? Alors l'ufologie déjà, c'est pas une science, faut être clair dès le départ. Et l'ufologie, c'est donc l'étude de tout ce qui a trait aux événements, aux phénomènes qu'on va dire étranges, qui se passent aussi bien dans le ciel que dans l'eau, parce qu'on a aussi des phénomènes qui se produisent aussi dans l'eau. Et donc le but de l'ufologie, c'est de faire ces études et de pouvoir essayer de déterminer face à quoi on est et essayer d'expliquer surtout, d'expliquer du mieux possible ce que les gens ont pu observer ou ont cru pouvoir observer. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de choses extraterrestres ou est-ce que ce mot est galvaudé aujourd'hui ? Alors, quand on est un enquêteur ufologue, on ne parle jamais d'extraterrestres. On part toujours du principe au départ que ça peut avoir différentes origines. Et la dernière origine qu'on peut accepter, c'est justement ce facteur exogène qui vient de l'extérieur et qu'on a encore beaucoup de mal à expliquer et qu'on pourra peut-être jamais expliquer malheureusement. D'accord, donc aujourd'hui on ne dit plus extraterrestre, c'est dépassé quoi. C'est vrai qu'on entendait beaucoup ça dans les années 50, 60, 70. Disons qu'il y a encore des gens qui parlent d'extraterrestres. Ouais. Nous, on peut en parler de cette origine. On ne faut pas l'écarter. Mais dire que dès le départ, on est face à un phénomène extraterrestre, ça serait totalement faux. Ça serait totalement, ne pas être dans le sérieux qu'on souhaite nous apporter dans l'ufologie. Justement, on souhaite devenir sérieux et pas faire croire aux gens que ce qu'ils ont observé est toujours exogène. Voilà. D'accord. Alors, je voulais un petit peu que tu nous ouvres les portes autour de ton parcours. Comment ça a commencé tout ça ? Ton parcours, comment tout a débuté pour toi, cette passion pour l'ufologie, pour les enquêtes, puisqu'on va en parler justement, parce qu'il y a vraiment des particularités autour des enquêtes que tu mènes. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai toujours été curieux, j'ai toujours été un grand lecteur. Et j'ai toujours été passionné par tout ce qui se passait dans le ciel, donc de l'astronomie, l'astrophysique. Et quand je partais chez ma grand-mère et chez ma tante en vacances, où il y avait mes cousines qui vivaient avec nous, là, qui vivaient avec ma tante, j'ai amené quelques bouquins avec moi en vacances. Et un jour, je me suis retrouvé en panne de livres. Donc, j'ai eu la chance de découvrir, parmi la bibliothèque de ma cousine, une de mes cousines, un livre de Jean-Claude Bourret, que je connaissais pas à l'époque, et je me suis dit, tiens, de quoi ça parle ? Et j'ai mis le doigt dans ce livre, et j'ai jamais pu retirer le doigt de l'ufologie depuis cette époque. Et donc j'avais entre 12 et 13 ans à cette époque-là, quand j'ai découvert que des gens, des militaires, pouvaient observer et donner des informations sur le phénomène qu'on appelait à l'époque, justement, on parlait beaucoup d'extraterrestres à l'époque, comme tu disais. Et c'est ça qui m'a passionné au fur et à mesure de la lecture. Je me suis dit, ah ouais, il existe peut-être des êtres qui viennent nous rendre visite. Et depuis j'ai évolué, comme toute personne qui fait des enquêtes ou qui baigne dans le domaine depuis très longtemps, on évolue au fur et à mesure du temps. Alors, aujourd'hui, c'est pas une date anodine, les amis, puisque le 8 novembre 1954, il s'est passé quelque chose dans l'Allier, quelque chose d'ufologique. Tu vas un petit peu nous en parler avant qu'on continue ton parcours ? Alors,
Est-ce que tu te souviens, à Voussac, Non. dans l'Allier? Ah, à Cussac. Oui. D'accord. Alors, en plus, tu sais actuellement, il y a eu une contre-enquête qui a été faite par Stéphane Baron sur Cussac. Ouais. Et donc, à Cussac, c'est l'histoire de deux enfants qui gardaient des vaches et qui, d'un seul coup, le garçon a observé, donc c'était deux enfants, un garçon, un frère et une sœur, et le frère a observé donc une espèce de sphère qui était posée à environ une centaine de mètres d'où ils étaient, avec des petits êtres noirs qui étaient autour. Et quand les petits êtres ont vu qu'ils étaient observés, ils ont réintégré cette sphère. Et la sphère est partie dans le ciel et est partie très rapidement. Donc ça fait toute une histoire, toute une enquête qui a été enquêtée par le GEPA de l'époque. Le GEPA, c'était un groupe d'études des phénomènes atmosphériques de l'époque et qui était dirigé par monsieur et madame Forêt. Donc à bien faire la différence avec le GEPAN. Le GEPAN, c'est encore une autre entité qui a été créée beaucoup plus tard. Et c'est une enquête qui a été faite aussi par Joël Ménard, qui était l'ancien directeur de LDLN aussi. Voilà. Robert, donc, Robert nous dit sur le chat que le rapport Cometa, lui, laissait entendre une origine exogène. Oui, peut-être. Mais on sait que... Parce que moi, j'ai rencontré Stéphane Baron il n'y a pas très longtemps à la maison. Là. On a eu le temps de discuter de ça, sans trop rentrer dans les détails. C'est que lui, il a fait une contre-enquête et lui, il imagine, sans rejeter la possibilité qu'il y ait eu un phénomène exogène, mais lui, il explique que les enfants auraient pu se tromper et qu'ils auraient pu prendre un ballon pour ça. Voilà. Ce qui n'est pas anodin, mais qui laisse des portes ouvertes. Tu vois, on essaie de, quand même, quand tu es enquêteur ou ufologue, tu essaies de revenir sur des anciennes enquêtes et tu essaies de retravailler, grâce aux outils informatiques, on essaie de retravailler un peu tout ça. Bien que c'est compliqué après, avec le temps, de pouvoir réellement savoir ce qui s'est passé à cette époque-là, quoi. Bah surtout qu'après coup, oui, en plus, c'est très loin. Et puis les gens, s'ils sont encore là, bah, des fois, la mémoire fait défaut. Donc, on aura le temps d'y venir, aux enquêtes, comment ça se passe, pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela. On va continuer ton parcours parce que c'est vraiment passionnant. Et donc, tu découvres l'ufologie. Et comment ça se passe? Alors, déjà, est-ce que tu as déjà eu des expériences particulières autour de ces phénomènes? Alors, dans les premières années, non. Oui. J'ai fait 3 observations particulières au fur et à mesure du temps, parce que ça fait plus de 50 ans maintenant que je m'intéresse à l'ufologie, que je passe du temps un peu dehors, que je refais des enquêtes, que je vais dans des lieux qu'on appelle des spots particuliers. Et donc j'ai fait 3 observations, mais après mes 25 ans, 26 ans, toi. Donc il a fallu attendre longtemps avant que je puisse voir au moins une fois quelque chose. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans l'ufologie, c'est que j'ai pu rencontrer des gens passionnants. Et au fur et à mesure des années qui ont passé, et surtout après que j'ai eu mon permis, qui m'a permis de voyager un peu plus, j'ai pu rencontrer des grandes personnes de l'époque, comme Jimmy Guieux, Gildas Bourdet, Jean Sider, tu vois, ce qu'on appelle des pointures dans notre domaine. D'accord. Waouh. Donc, tu as évolué autour de ces grandes pointures, tu as rencontré énormément de monde et tu as intégré une association. Et c'est pas une petite association, c'est la plus ancienne, me semble-t-il de mémoire, qui existe en France. Donc, l'association Lumière dans la nuit. Comment ça se passe, cette intégration dans cette association? Alors, LDLN est la plus ancienne association ufologique et revue ufologique qui existe encore. Parce qu'avant elle, il y a eu d'autres revues qui étaient plus anciennes. Il y avait eu Uranus, où d'ailleurs Jimmy Gueux écrivait d'ailleurs dans cette revue. Et on a découvert, c'est Jules Durand du Sceau qui a découvert ça, qu'il y avait une autre revue qui était encore plus ancienne, qui datait des années 50. Donc voilà. Mais actuellement, LDLN est la dernière revue ufologique pure qui parle que d'ufologie et qui existe encore et qui date depuis février 1958. Et je suis arrivé dedans, c'est parce que comme je faisais des enquêtes, j'ai rencontré Joël Ménard qui était en 90, qui était encore le directeur de LDLN. Et Joël Ménard est devenu
mon papa de l'ufologie, comme je dis tout le temps. D'ailleurs, ça a été un très gros choc le jour où il a disparu. Hein, ça va faire 3 ans maintenant qu'il a disparu. Et ça a été assez difficile, sa disparition, pour beaucoup de gens, dont Jonathan Ginet, là, qui est un de mes amis maintenant, et on avait beaucoup de relations avec Joël. Et donc l'intégration s'est faite comme ça, au fur et à mesure du temps. J'ai eu la particularité d'habiter à côté de chez Joël quand j'étais pompier de métier. Moi, j'habitais la Chapelle-la-Reine dans Seine-et-Marne, et lui, il habitait Noisy-sur-École, qui était une commune qui était à 5 km d'où j'habitais. Et on a fait beaucoup d'enquêtes ensemble, énormément d'enquêtes. Et comme quoi la vie, elle est bizarre, parce qu'à cette époque-là, moi, j'aurais jamais pensé reprendre LDLN, hein, reprendre la revue, reprendre l'association qu'on a créée. Moi, je faisais des enquêtes, je mettais mes enquêtes à l'intérieur, on discutait beaucoup avec Joël et puis avec Hélène, sa femme, on allait faire des enquêtes un peu partout en France. Mais quand Joël a arrêté de prendre la revue, ça a été repris par monsieur et madame Boulanger. Je ne sais pas si tu connais Laurent Boulanger. Alors de nom, oui. De nom, voilà. Ouais. Qui ont repris donc la revue pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, malheureusement, ils avaient monté sans société, et malheureusement, ils ont été obligés de déposer le bilan. Ah oui. Et ça s'est passé pendant les vacances de juillet-août 2016. 2016, ouais. Et quand j'ai appris que LDLN avait déposé le bilan, j'ai dit non, c'est pas possible. Il est impossible que LDLN disparaisse. C'est la seule revue qui existe encore. Et puis moi, je tenais, toi, on a ça dans le cœur quand même. Donc j'ai rencontré Joël, j'ai dit voilà, on va essayer de sauver LDLN, il faut qu'on trouve une solution. Et avec quelques abonnés que je remercie encore, on a investi du temps, de la finance dans tout ça. Et on a réussi à reprendre donc le terme de lumière dans la nuit. Et depuis 2016, donc on essaye de faire perdurer cette revue difficilement, parce que tu sais, pour les revues écrites, quelles qu'elles soient, qu'on soit dans notre domaine à nous en tant qu'association, ou qu'on soit encore des professionnels comme Icaris, Nexus ou toutes ces revues, c'est très très compliqué en ce moment, la presse. Voilà. D'accord, waouh. Ouais. Mais c'est hyper émouvant de t'entendre parler de ça, parce que effectivement, le fait que tu aies fait tes débuts, que tu aies découvert pendant toutes ces années cette association, et qu'après le coup derrière que tu la reprennes pour la sauver, c'est très émouvant, vraiment d'entendre ça. Vraiment. Voilà. On voit que t'es passionné. Voilà, je tiens à préciser que j'étais pas tout seul à la sauver. Ah oui, non, mais bien sûr. Oui, oui. Il y a justement, on a Bragi là sur le chat, il nous dit, oui, ça fait plaisir, et des noms connus qu'on connaît sur la radio. Il est passé il y a pas longtemps, Bragi, justement. Il est passé hier. Ah d'accord, ok. Ouais. Et il y a Laurent Boulanger en fait qui est passé sur Nurea hier soir. Il nous dit aussi, sur le chat. Tout à fait, ouais, j'ai vu. Ouais. Voilà, et puis il y a Roxane aussi qui est là, on lui fait plein de gros bisous. Oui, mais ça fait plaisir. Bonjour à Mary Poppins. Oui, voilà, c'est ça, c'est Mary Poppins que tu l'appelles. Énorme, j'adore. Ouais. C'est vraiment une Mary Poppins, moi je te le dis. Ouais, c'est ça. Alors donc, cette association, cette revue, comment ça se passe? Tu découvres les enquêtes, comment tout se passe à l'intérieur de ton cœur? Déjà, tu as un métier à côté, je suppose? À l'époque, quand j'ai repris LDLN en 2016, j'étais encore pompier professionnel, donc j'avais beaucoup de temps à moi, parce que tu sais, nous on travaille en 24 heures, et donc après on récupère normalement entre 48 heures et 72 heures de repos, donc ça me laissait un peu de temps, et on avait quand même un peu de vacances, donc ça nous laissait beaucoup de temps pour faire les enquêtes, pour s'occuper de la revue. Et je tiens à dire aussi que je suis pas tout seul à faire la revue, parce que j'ai quand même des gens qui derrière, quand je leur fournis les textes à temps, ils sont là pour corriger les textes. Malheureusement, ils n'ont pas toujours le temps, parce que on n'est que des bénévoles. Hein. Il n'y a personne qui est payé au sein de la revue, même moi. C'est que du bénévolat. Déjà, on essaie de faire en sorte que chaque année, on soit à l'équilibre. Et donc j'ai des correcteurs, et j'ai aussi une rédactrice en chef qui est extraordinaire, ça je peux le dire, hein. Elle m'écoute peut-être pas, mais sans elle, la revue elle serait pas telle qu'elle est aujourd'hui, parce que moi quand j'ai commencé, j'essayais de faire avec les moyens du bord, et grâce à, je vais la nommer, hein, c'est Jeannie Charuot qui fait partie du MUFON France d'ailleurs, et
grâce à elle, on a pu monter un peu le niveau de LDLN, au moins en charte graphique. Et grâce à des gens comme Bragi, Stéphane Baron, tu vois, Manuel Virotte, plein de gens comme ça qui sont connus dans le domaine. Il y avait Gildas Bourdet, Jean Cizer qui écrivaient dans la revue. On essaie de faire en sorte de mettre des articles qui tiennent un peu la route et qui puissent expliquer les dernières hypothèses qu'on a dans l'ufologie, sans fermer aucune porte. Voilà. Ça, c'est juste dingue, parce que je t'ai entendu parler dans différentes interventions de comment ça se passe. Vous allez voir, les enchanteurs, c'est juste fou, mais vas-y, je te laisse continuer. Ouais, je disais bien que, parce que je donne quand même des limites, sans claquer la porte, hein. Parce que je claque jamais une porte, j'essaie toujours d'observer ce qui se passe en même temps. Il y a un milieu dans lequel je ne mettrai pas pour l'instant, et je ne sais pas si on le fera un jour, d'articles ou de conférences, je n'annoncerai pas de conférences qui sont réalisées par ces personnes. C'est tout ce qui est le milieu des galactiques. Je ne sais pas si tu connais. Alors tu veux dire, quand tu dis galactique, c'est ceux qui croient une sorte de, comment dire, côté un peu paranormal? Non, c'est ceux qui pensent qu'il y a une grande confédération oui, d'accord. qui est là pour nous sauver. Métaphysique, quoi. Voilà. Et qui disent qu'ils rejoignent justement ces gens-là pour combattre avec eux, tu vois. C'est toutes ces choses. Moi, c'est encore un domaine qui, pour moi, représente un mur. Mais je laisse ces gens-là s'exprimer, que chacun pense. Moi, je pense que la meilleure des choses, c'est de laisser les choses évoluer et que les gens puissent penser ce qu'ils veulent. Néanmoins, moi, j'aime bien écouter ce qui se raconte, mais je n'irai pas jusqu'à mettre ça dans la revue actuellement. Voilà. Tu veux dire aussi, par exemple, les personnes qui font des méditations, des sorties hors du corps et qui rencontrent des personnages d'un autre monde alternatif, ça par exemple, pour vous, c'est pas quelque chose que vous pouvez mettre en lumière? Non, c'est pas qu'on peut pas le mettre en lumière, c'est que c'est encore quelque chose qui nous échappe totalement. Oui. Et je peux pas parler de quelque chose dans la revue si on n'a pas quelque chose de je dirais pas de concret, c'est pas ça. Pragmatique, quoi. Ouais, voilà, parce que le phénomène, il est pas non plus pragmatique. C'est un phénomène qui nous échappe totalement depuis des années et des années. On n'arrive toujours pas à le comprendre. On n'arrive toujours pas à mettre un nom dessus. On n'arrive toujours pas à savoir s'il y a quelque chose de physique à l'intérieur. Tu vois, on ne sait pas tout ça. Après, tout ce qui est dans le domaine de la sortie de corps, tout ce qui est dans le domaine de ces rencontres particulières, c'est encore un autre domaine qui intéresse d'autres revues. Donc je ne veux pas marcher sur les plates-bandes d'autres personnes. Et je trouve qu'on a déjà bien assez de travail, nous, de notre côté, par rapport à ce que nous, on essaie d'étudier et essayer de comprendre, pour encore se rajouter du travail derrière, tu vois. D'accord, ouais, je comprends. Ouais. Ce qui est logique aussi. Je veux dire, chacun utilise aussi son univers et sa spécificité. Voilà. Et c'est super intéressant parce que moi, je m'y intéresse énormément à tout ce qui est hors du corps, tout ce qui est métaphysique et tout ça, c'est super intéressant. Mais j'ai pas envie d'en discuter dans la revue. Il y a déjà trop de trucs à dire. C'est un domaine, l'ufologie, tu as l'impression quand tu rentres dedans, tu as l'impression que tu vas parler juste d'un petit sujet. Mais en fait, quand tu t'aperçois que ce sujet t'entraîne dans tellement de domaines différents, que t'es complètement perdu au bon moment. Tu te dis, voilà, face à quoi je suis là. Alors, j'ai une question qui me turlupine depuis fort longtemps et je me dis, avec un spécialiste comme toi, je suis sûre que tu vas pouvoir me donner une réponse. Est-ce que tu penses que la série X-Files a beaucoup joué aussi au développement des croyances autour de ces sujets-là ou alors rien à voir? La série X-Files a énormément ouvert l'esprit à des gens. Oui. Voilà. Et elle a aussi permis, entre parenthèses, si on peut dire le mot permis, d'ouvrir un monde un peu complotiste, tu vois. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, parce que c'est vrai que quand tu regardes, au premier degré, quand tu regardes l'émission, quand tu regardes cette série, tu peux dire « Ah, c'est super sympa, machin, ça t'ouvre un peu l'esprit ». Après, si tu commences à réfléchir, tu dis « Mais est-ce que le gars qui a fait cette série, est-ce qu'il s'appuie sur des choses réelles ?
Il a découvert des documents. Est-ce que tout ce qu'il raconte dedans, et ça pourrait pas avoir un sens? Quand tu vois qu'actuellement, on essaie d'avoir des révélations avec des gens comme Elizondo, Grush et tout ça, tous ces gens-là, qui sont américains, mais qui font partie des services secrets, qui font partie des services d'espionnage et compagnie, qui viennent parler devant le Sénat américain pour dire, voilà, nous, on peut vous dire que le phénomène ovni existe, qu'il y a des êtres exogènes qui nous visitent, mais qui amènent aucune preuve. Tu peux, après, quand tu as des paroles comme ça devant toi, tu peux dire, ah ouais, en fin de compte, on nous cache tout. Mais oui, Mais c'est ça. on nous cache quoi, exactement? Et pourquoi on nous cacherait quelque chose? C'est ça tu vois, en fin de compte, l'ufologie, Ça peut aller tu vois, loin. ça peut aller loin. En fin de compte, tu as une question qui amène peut-être 10 000 questions derrière. Et souvent, t'as pas la réponse. Ou alors, si tu as une Ouais, réponse, ça se multiplie en questions, c'est clair. Hein. oui, parce que tu as l'impression d'avoir la bonne réponse. Ouais. Mais quand tu regardes, si tu regardes par exemple Braj qui est sur qui est Le chat, avec nous là ouais. sur le chat peut-être, Braj il a eu des hypothèses De fou. avec plein d'hypothèses. Mais Bragi sait très bien que son hypothèse, elle n'explique pas tout, mais qu'elle apporte une partie de la goutte d'eau dans le vase là. Mm. Mais maintenant, il va falloir trouver où les autres gouttes d'eau se trouvent dans ce vase. Et ça, c'est pas facile à trouver. Et il faut des gens vraiment passionnés par le sujet et puis Ouais. sérieux dans leur manière d'aborder les choses Mhm. pour avoir un semblant peut-être de réponse. Ouais, Tu vois, il y a ça un aussi. semblant. Ouais. Un semblant. Parce qu'après, c'est comme c'est comme dans la science. Tu as toujours l'impression que ce que tu apportes, c'est la vérité. Oui. Et 2 ou 3 ans après, tu as une autre personne qui vient puis qui te démontre que ce que tu as dit, c'était une partie de la vérité, mais qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière tout ça. Tu vois? Et c'est là que c'est une grande passion. Hein. Et il n'y a aucune croyance. En tout cas, moi, tous les gens que je connais qui sont enquêteurs dans LDLN, ils n'ont aucune croyance sur le sujet. Ils ont que des interrogations. Ils ont que la passion de savoir exactement face à quoi on est. Et ils n'ont aucune réponse à apporter. D'accord. Voilà. Alors, Bragi répond à ta question où il est toujours sur le chat. Ouais. Il papote avec les enchanteurs. Alors, justement, les questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que tu te souviens de tes premières enquêtes? Comment ça s'est passé émotionnellement parlant pour toi? Est-ce que tu t'étais déplacé ou est-ce que c'était vraiment par le biais d'articles, de journaux? Comment ça s'est passé les premiers temps? Alors, les premières enquêtes, c'était parce que j'avais créé une petite association avec des copains là, Ouais. qui s'appelait le GEPI. Alors, on appelait ça le groupe d'études internationales des phénomènes irrationnels et des sciences. Tu vois, c'était une belle association des années 80. Et grâce à des amis journalistes de Seine-et-Marne, parce que j'étais en Seine-et-Marne à l'époque, et ils recevaient des témoignages de gens qui disaient tiens, on a vu ça, on a vu telle chose, telle chose. Et comme moi j'avais des connaissances grâce aux pompiers, on se connaissait plus ou moins tous avec les journalistes. Ils nous donnaient des informations, ils disaient tiens, telle personne a observé telle chose, donc va faire des enquêtes. Et mes premières enquêtes, je les ai faites en Seine-et-Marne avec le groupe du GEPI, voilà. Et d'ailleurs, nos enquêtes, après on les donnait à LDLN, on les envoyait à Joël Ménard, sans le connaître à l'époque. Et mes premières enquêtes, la première enquête qu'on a effectuée, c'était à Marcilly, et c'était dans le nord-est de la Seine-et-Marne. Et il y avait un agriculteur qui avait entendu un bruit particulier dans la nuit. Et quand il a été dans son champ, il a trouvé une grande trace. Et il a imaginé que peut-être quelque chose s'était craché à cet endroit-là et il était reparti. Ah ouais. Donc il y avait eu une grande enquête et d'ailleurs c'était la première fois que j'avais rencontré Monsieur Velasco qui à l'époque était au CEPRA, qui s'appelle le GEPAN maintenant, qui fait partie du CNES. Et donc Monsieur Velasco à l'époque avait déterminé que apparemment c'était la foudre qui avait frappé cet endroit-là. Mais on était beaucoup à pas être convaincus par ça. Ouais. Mais tu sais, on n'est toujours pas convaincu que dès que c'est une autorité particulière qui vient te raconter des trucs, on n'est jamais trop sûr. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire de l'ufologie, on a eu Monsieur Heineck, avant qu'il devienne un grand ufologue privé, qui travaillait pour les États-Unis et qui travaillait pour l'armée, l'Air Force à l'époque, et qui travaillait dans le projet Blue Book. Je sais pas si ça Ah dit oui, quelque chose. tout à fait, Voilà. bien sûr. Voilà. Qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas? Ah ouais, c'est énorme.
Et à cette époque-là, on expliquait aux gens que c'était les gaz des marées, que c'était des phénomènes naturels, tu vois, tout ce qui était observé. Et d'ailleurs, Monsieur Heineck, quelque temps après, lorsqu'il est devenu, qu'il est rentré dans le civil et qu'il est rentré dans une grosse association américaine, a avoué que bien souvent, il fallait qu'il explique le phénomène par des phénomènes naturels et que ça le choquait parce que ça n'expliquait pas, en fin de compte, ce qui avait été observé. Tu vois. D'accord. Donc c'est pour ça que maintenant, nous, on a un petit recul par rapport à tout ce qui peut se dire au sein des choses qui sont de l'autorité, qui proviennent des gens qui se disent être les sachants. Hein. Et ce qu'il faut garder en mémoire, c'est ça, c'est l'histoire passée. Et ça, c'est super important. Il faut connaître l'histoire passée de l'ufologie avant de s'occuper de l'histoire présente. D'accord. En fait, le fait justement de se remémorer, de retourner, d'aller décortiquer tout ce qui a été dit, fait, montré, ça t'aide à avoir des éléments. En fait, en réalité, c'est une vraie enquête policière quand tu regardes. Bah, c'est une enquête policière, hein. Ouais. Parce qu'on s'appuie beaucoup, quand tu regardes, quand on fait nos questionnaires, on s'appuie beaucoup sur un peu les enquêtes policières et on s'occupe beaucoup, on s'intéresse énormément à tout ce qui est la psychologie aussi. C'est-à-dire que dans nos questions, souvent, c'est des questions qui se répètent et qui se croisent. Et la personne s'aperçoit parfois quand on les interroge, ils s'aperçoivent pas qu'on leur pose les mêmes questions. Et nous, ça nous permet de voir si la personne est vraiment sérieuse en face de nous. Oui, si elle extrapole pas, s'il n'y a pas un côté mensonger, charlatanisme, etc. Quoi. Alors, on fait de gros bisous à Polyèdre, je pense que tu dois le connaître. A priori, il est actuellement sur UAP Show avec Paul, qu'on avait reçu d'ailleurs il y a quelques temps en arrière. On lui fait de gros bisous à Polyèdre. Ouais. Il y a du monde ce soir, dis donc. Moi, je l'aime pas, Poly. Ah bon, tu ne l'aimes pas? Ah, c'est pas bien. Non, je l'adore. Mon petit randonneur, c'est Poly Larando. Ouais. Oui. Ouais. Oui, effectivement, sur UAP Show, il se passe plein de choses autour de l'ufologie aussi. Hein, c'est énorme. Tout à fait. Ouais. Avec Joël aussi. Une belle équipe. Ouais. Alors, donc, tu fais tout ça, ça se débute, ça se décante, tu rencontres du monde. Mais là, j'imagine que tu dois quand même vivre, quand tu te déplaces, certaines spécificités émotionnelles. Tu fais comment? Est-ce qu'avant de te déplacer, tu fais tout un rituel ou pas du tout? Tu y vas et puis hop là? Ah non. Alors, tu vois, ma compagne qui vit avec moi actuellement, quand j'ai préparé, quand tu m'as annoncé l'émission, là, oui. Elle m'a dit, tu prépares quelque chose? Je dis non, je vais tout faire à l'arrache. Hein, ouais. Moi, je suis complètement décontracté, toi. Moi, je pense que c'est plus simple de parler comme ça, de discuter, de voir les idées qui viennent. Et comme quand je fais mes enquêtes, quand je vais voir les gens, j'ai déjà aucun a priori sur les gens. Quand je les écoute, je fais j'ai aucun a priori sur ce qu'ils me disent. Ils ont vécu quelque chose. Ça, c'est clair. Moi, j'essaie de leur apporter une réponse si je suis capable de leur apporter une réponse. Si j'en ai pas, je leur dis, écoutez, moi, j'ai aucune réponse à vous donner sur ce que vous avez vu. Et après, on essaie avec d'autres personnes, de voir si éventuellement, moi, j'ai aucune connaissance scientifique. Donc voilà. Donc je m'appuie sur des gens qui sont des puits de science, on va dire, dans différents domaines. Hein, et on essaie de savoir exactement ce que les gens ont pu observer. Et quand on n'a aucune réponse, je rappelle les gens ou je vais les retrouver parce qu'en général, je vois toujours 2 ou 3 fois les témoins. Et je leur dis voilà, nous, ce qu'on est capable de vous dire, c'est ce que c'est pas. Maintenant, ce que c'est, on est incapable de vous le dire. Voilà. D'accord. Tu vois, mais moi, je suis pas de rituel, je fais pas de protection, voilà. Non, mais peut-être, je sais pas, un petit bain ou une petite méditation avant, non, t'y vas quoi. Non plus, voilà. Waouh. Ouais. À l'ancienne. À l'ancienne. Voilà. Tu sais, de toute façon, moi, je pars du principe que la vie, elle est comme ça. Oui, tout à fait. Les gens, on n'est pas tout le temps face à des gens qui sont dangereux ou méchants. Les gens qui t'appellent, en général, ils veulent savoir, ils veulent avoir des réponses. Et jamais ressenti face à des témoins de l'agressivité. Même quand on leur disait, voilà, ce que vous avez observé, c'est Vénus, ou c'est un lever de lune que vous avez mal vu. Les gens disent, ah ouais, ils sont un peu déçus. Il y en a certains qui disent, ah non, mais moi je pense que c'est autre chose. Bah voilà, moi en tout cas, la réponse que je vous donne, c'est ça. Après, si vous pensez toujours que c'est autre chose, tant mieux pour vous, quoi. Mais voilà,
J'ai jamais été agressé, toi. On m'a jamais lâché le chien de la maison pour me faire sortir. Oui, je comprends. Voilà. Après, la question que je me posais moi surtout, c'est que quand tu te déplaces pour rencontrer les gens, tu te déplaces aussi très certainement sur les lieux où ça a eu lieu. Et il peut y avoir, je sais pas, tu sais, des particularités sur ce lieu qui restent. Donc c'était surtout dans cette vision-là que j'imaginais cette protection, tu vois. Ouais, mais moi je suis pas. Alors, ça fait rire beaucoup de gens parce que moi je suis pas très sensible à tout ça. Donc voilà, je suis quelqu'un qui est très proche de la nature. Parce que toi, encore aujourd'hui, on a fait beaucoup de randonnées dans les marais de la Brière, parce que moi j'habite dans le 44, là, au bord de la mer, et on a nos marais qui sont pas loin. Encore une zone humide, une très belle zone humide. Je suis très proche de la nature, mais j'ai pas cette sensibilité qu'ont certaines personnes quand elles vont dans un lieu qu'elles ressentent, des énergies, des choses comme ça. J'ai pas cette sensibilité. Je suis encore un peu trop accroché, on va dire, à la terre. Oui. Voilà. Mais aussi aux personnes, parce qu'il me semble que tu as une spécificité. Je l'ai ressenti moi. Tu arrives à analyser les gens. Oui, tout à fait, ouais. Il y a un vrai travail de psychanalyse un peu, tu vois, psychologique, comportemental, que tu arrives à déceler. Et ça, c'est dingue. Ça, quand je faisais les enquêtes avec Joël, qui était très nounours, on va dire, c'était notre gros nounours à nous, je disais, toi, j'arrive pas, j'ai ressenti des choses auprès de la personne, j'arrive à ressentir des choses et j'arrive à observer aussi des mimiques, comment qu'on pourrait dire, sur le faciès des gens, parfois tu te vois qui commencent à te raconter des histoires. Oui, tu sens. Mais voilà, tu le sens. Mais ce qu'il faut surtout dire aux gens, c'est que parmi tous les témoins qu'on a pu rencontrer, il y a eu très 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 peu de gens qui mentent. Alors vraiment très 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 peu de gens qui mentent dans le domaine. C'est vraiment des gens, en fin de compte, qui ont vu quelque chose, ils s'interrogent, et malgré le fait qu'ils aient pu se tromper, en tout cas ils sont convaincus de ce qu'ils ont vu. Voilà. Ça les perturbe même pour certains, j'imagine. Oui, il y a des surtout quand tu rentres dans un autre domaine qui est plus ou moins le mien, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de personnes comme ça, qui étaient un peu en mal, on va dire. C'est toutes les personnes qui, soi-disant, se font enlever, tu vois. Oui. Voilà. Et face à ça, c'est hyper compliqué en tant qu'ufologue de savoir de quelle manière aborder les personnes et de quelle manière on peut apporter notre aide. C'est pas toujours évident. Parce que souvent il y a des gens qui sont en souffrance, comme tu dis, parce que on les croit pas. 2, ils peuvent en parler à personne. Et 3, ils savent pas vers qui se tourner. Et malheureusement, nous, on est un peu toutes les associations, que ce soit LDLN, le MUFON, ou toutes les petites associations comme le CEOF qui habite du côté de Marseille, ou d'autres qui sont du côté de Montpellier, que je connais là, avec Thierry Golin et compagnie là. On a du mal à se faire connaître. Et on n'a pas les moyens de TF1 ou de M6 pour dire aux gens « Ouh, on est là, si vous avez besoin d'aide, on est là ». Les gens, en fin de compte, ils nous découvrent par hasard souvent. Oui, j'imagine recherche Internet, des choses comme ça, ou de bouche à oreille aussi, parce que petit à petit, l'association, elle commence à se dévoiler, quoi. Oui, tout à fait. Après, ce qui est dangereux, c'est que Internet, comme tu dis, il y a du bien et du mauvais. Voilà. Et il faut surtout tomber sur les bonnes personnes. Il ne faut pas non plus tomber sur des gens qui vont te dire dès que tu as raconté ton histoire, ah là là, vous avez été enlevé par des ovnis, faut vous faire hypnotiser, venez me voir, vous allez voir, je vais vous sauver. Non, attention, soyez prudents, soyez extrêmement prudents. Parce que c'est pas... Tu vois, moi je dis toujours aux gens que je rencontre qui souhaitent en savoir, par exemple, qui souhaitent en savoir plus parce qu'ils ont soit une perte de mémoire pendant l'observation, soit une perte de temps. Ils souhaitent savoir ce qui s'est passé pendant ce temps perdu. Ils disent « Ah, j'allais me faire hypnotiser ». Je fais attention, tombez déjà sur la bonne personne qui est un bon hypnothérapeute, qui a les bonnes façons d'aborder les choses et qui sera capable de vous arrêter ou d'arrêter la séance quand il sentira que ça se passe pas bien, quoi. Parce que souvent, ça réveille des choses qu'on va pas toujours accepter. Oui, souvent, j'imagine que certains ont un passif psychique un petit peu particulier.
C'est ça. Ou un passif dans la famille, tu vois ce que je veux dire tout aussi. à fait. Ça peut réveiller des choses qu'on ne souhaite pas qu'ils soient réveillées. Alors, il y a Polyèdre sur le chat qui rebondit par rapport à ce que tu expliques. Il dit enlever ou ravir, les orienter vers le CERO France, donc CERO France, ou voir le CIRC, donc CIRCEE. Si jamais on a des enchanteurs qui écoutent ce soir et qui veulent effectivement se renseigner, ça existe. Et oui, tout à fait. Et puis, ils peuvent se rapprocher de LDLN. Moi, je leur donnerai aussi des... Par exemple, tu as Jeannie Chariot qui est IRT, au MUFON et qui s'occupe justement du soutien de tous ces gens, de toutes ces personnes qui se disent ravis et qui justement aborde tranquillement la personne et essaie de lui expliquer qu'elle n'est pas seule, que voilà, on peut essayer de comprendre ce qui s'est passé et qu'on y va petit à petit. Il n'y a pas de brutalité. Et c'est des gens qui ont énormément de cœur. Oui. Parce qu'elle n'est pas toute seule, je crois qu'ils sont 3 maintenant, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'ils sont 3 au MUFON France à faire ça. Et ils font du très bon travail, tout comme au CERO, tout comme au CIRC. Il y a des gens très très sérieux et il faut vous rapprocher des associations qui font du bon travail et qui peuvent vous diriger vers les bonnes personnes. C'est surtout ça qui est important. Et au niveau hypnothérapeute, des choses comme ça, est-ce que tu as des conseils, des noms, des lieux? Je ne peux pas donner de nom. Non. Parce que toi, il y a beaucoup il y a beaucoup d'hypnothérapeutes qui souhaitent faire ça de façon bénévole, mais qui ne souhaitent pas être mis sur le devant de la scène. D'accord, je vois. Voilà, parce que c'est des professionnels et ils ne veulent pas non plus associer leur nom à des choses qui pourraient être dérangeantes dans leur milieu professionnel. Voilà. Oui, je comprends. Mais nous, en tant qu'association, on pourra leur donner les informations pour qu'ils soient dirigés vers nos hypnothérapeutes ou les hypnothérapeutes des autres associations. Et voilà. Mais on ne donnera pas de nom. Ça sera juste un numéro de téléphone, à la limite. Et si l'hypnothérapeute il accepte de rencontrer la personne, après, c'est le travail de l'hypnothérapeute. Voilà. Faut rester... Nous, dans tous les cas, que ce soit un témoignage ou que ce soit des professionnels qui travaillent avec nous, on travaille toujours de façon anonyme, sauf pour ceux qui souhaitent associer leur nom à la recherche ufologique. Voilà. Après, voilà, Robert rebondit aussi sur le chat en disant que lui, personnellement, ne ferait pas confiance à un hypnothérapeute de base, car il peut nous faire croire n'importe quoi, et c'est vrai, c'est un peu le souci dans le milieu aussi. Tout à fait, ouais. En expérience personnelle, justement, donc, tu as donc effectivement déjà eu affaire à des personnes qui ont dit qu'ils s'étaient fait enlever, notamment. Est-ce que tu as eu une expérience très particulière autour de ça, ou même autour d'autres choses à ce niveau-là, en enquête? Ah ouais. Alors j'ai une grosse... Ouais. Au niveau des expérienceurs, des ravis, j'ai une très très grosse affaire là qui a existé il y a... Ah ouais. Excuse-moi, je reçois un petit message pour ça. Qui existe depuis 1998. C'est ce qu'on appelle l'affaire Nathalie chez nous à LDLN, que j'ai rencontré en 98 grâce à ma petite sœur. C'était une collègue de travail. Et celle qu'on appelle Nathalie est devenue une amie d'ailleurs depuis le temps. Et elle avait fait une observation parce qu'un jour elle faisait la grève sur son lieu de travail et ils avaient décidé de camper sur place pour empêcher les camions de rentrer et de sortir de l'usine. D'accord ? Et un soir, avec un ami à elle avec qui elle faisait la surveillance, ils ont observé un phénomène lumineux qui arrivait dans le ciel comme ça, qui est devenu une roue au-dessus, tu vois, avec plusieurs lumières, qui tournait dans le sens des aiguilles d'une montre, qui était au-dessus d'eux. Et ils ont observé la chose et paf, la nuit est passée. Et ils n'en ont même pas discuté avec les gens qui étaient à côté. Pourtant, il y avait plein de monde qu'ils auraient pu réveiller pour observer. Et quelques jours après, elle a commencé à faire des rêves bizarres où elle se voyait dans un endroit avec des êtres exogènes. Et au fur et à mesure du temps, tu vois, il y avait plein de choses comme ça qui se produisaient chez elle. Et elle pensait... c'est pour ça que je te disais que c'est important que les gens puissent se raccrocher à d'autres personnes, qu'elles puissent rencontrer les bonnes personnes. Elle pensait à un moment qu'elle devenait folle. Bah oui, voilà. J'imagine. Ouais. Et grâce, ou avec des circonstances, on va dire, sur le hasard, on va mettre des grandes parenthèses sur le mot hasard, on s'est rencontrés et j'ai pu lui expliquer à
celle qu'on appelle Nathalie, qu'elle n'était pas seule, qu'on pouvait essayer de l'aider. Et à partir du moment qu'on a commencé à faire l'enquête, on était quand même 6 personnes à faire l'enquête sur l'affaire Nathalie. On a tous vécu des expériences autour d'elle. C'est-à-dire qu'on a vécu des choses plus ou moins les uns les autres. On a fait des observations de choses bizarres. On a même été à un moment dans une voiture, on a été poursuivi par des boules lumineuses. Tu vois, ouais. Ouais. Et ce qui est super intéressant dans son histoire, c'est que à chaque fois qu'elle me disait ah tiens, cette nuit j'ai rêvé telle chose, ou j'ai fait tel songe, ou j'ai pensé qu'ils m'ont enlevé, c'est que quand on faisait l'enquête, on s'apercevait que les voisins d'où elle habitait avaient observé un phénomène lumineux juste au-dessus de sa maison. Et alors que les gens ne savaient pas du tout qui était Nathalie, et ils connaissaient pas les ovnis, hein, ils n'en parlaient pas de toutes ces choses-là. Ils disaient oui, en effet, on a observé des phénomènes bizarres au-dessus de cette maison, donc ils désignaient la maison où habitait Nathalie. Et on a vécu des choses super intéressantes, et j'en ai parlé dans une émission avec Guillaume sur Nira d'ailleurs. On a fait une grande émission là, sur l'affaire Nathalie. Et on a vécu tellement de choses, mais des choses étranges. Et la plus étrange des choses qu'on a pu vivre dans cette histoire, c'est qu'un jour, on avait décidé de la mettre dans une forme, pas d'hypnose, mais de relaxation. Et on a tenté un contact. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font maintenant, ce genre de tentative. On a tenté un contact avec ce qu'on appelle les êtres ou les choses qui l'enlèvent. D'accord ? Ouais. Donc, on commence la séance tranquillement, et au bout d'un moment, elle arrive à rentrer en contact avec un être à qui on demande de l'amener voir le chef du lieu. Alors, comme il y a un peu d'humour de temps en temps, le gars il fait non, c'est pas possible. Ah bon. Alors moi je dis à Nathalie, écoute Nathalie, depuis le temps qu'il t'embête, tu dis, moi j'exige de rencontrer le chef. Et tu as l'être exogène, qu'on ne sait pas trop à quoi il ressemblait d'ailleurs. Et qui dit non, c'est pas possible parce que c'est une chef. Ah, super, voilà. Bel humour, déjà. Voilà. Donc, elle se retrouve à un moment à rentrer dans une grande pièce où elle voit quelqu'un derrière un espèce de bureau, une espèce de console ou de bureau. Et au-dessus de cette dame, de cette personne, il y a un écran géant. Et sur cet écran, il y a mon appartement avec nous sur l'écran. D'accord. Et là, elle nous annonce ça. On fait waouh. Ah ouais. Bon, moi qui pense que c'est pas très crédible, je sors de la pièce discrètement. Et elle me dit, parce qu'elle pouvait pas me voir, il faut le préciser. Elle me dit, oh Jean-Louis, pourquoi t'es parti de la pièce? Je suis oh merde. Ah, il y a une réalité derrière tout ça. Bon, on commence à discuter, ça dure 30 minutes, notre discussion avec cet être qu'on ne sait pas d'où, qui c'est. Hein. Et au bout d'un moment, on dit, est-ce que vous avez possibilité au moins de venir nous voir et nous faire un signe? Ça serait intéressant. Et ce soir-là, il faut préciser qu'il y avait un orage assez violent sur Melun, parce que c'était sur Melun. Et là où j'étais dans la caserne, sur le côté gauche de mon balcon, on a les 4 antennes de la marine où ce centre de la marine balance les informations aux sous-marins qui se trouvent un peu partout dans le monde. Et au bout d'un moment, la personne avec qui on était en contact nous dit ok, ce qu'on fera dans 10 minutes, on viendra à côté de la 4e antenne qui est la plus à gauche et on fera un flash énorme à cet endroit-là. Ok. Moi toujours crédule, je fais ok, on va voir ça. Hein. Au bout de 10 minutes, on se fait sur le balcon là et tout. Alors faites imbécile à regarder dehors là comme ça. Et au bout de 10 minutes, on a eu le flash à côté de l'antenne. Énorme. Et là on s'est tous regardés, on a tous eu des frissons, on a fait ah. Ah ouais. Alors là, c'était tu vois, c'est le genre de choses qui te dit ah ouais. Donc il y a vraiment une réalité derrière tout ça, mais c'est quoi cette réalité? Voilà, parce que c'est pas parce qu'il se présente comme ça à vous que c'est forcément la réalité. Ouais, c'est tout à fait, ouais. Ouais, donc ça, il faut vraiment prendre de la distance et de la hauteur par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Ça ne doit pas être évident quand tu vis en plus à plusieurs ce genre d'expérience. C'est comme le spiritisme, c'est comme tout ça en fait. Hein. C'est ça. En fin de compte, tu sais pas face à quoi tu te trouves, face à qui tu parles,
comme en spiritisme, c'est ça. Tu sais pas à qui tu causes en fin de compte. C'est clair. Est-ce que tu causes réellement à ton grand-père quand tu dis c'est papy et que le truc qui répond, mais tu sais pas si c'est réellement papy quoi qui est derrière tout ça. Et qui manipule qui? Et c'est ça. Et la question aussi, parce Ouais. que moi j'ai eu des retours aussi de certains expérienceurs autour du spiritisme notamment, c'est parce qu'il y a aussi des gens qui sont très très ouverts à la médiumnité et qui soit le font inconsciemment, arrivent à faire vivre des choses inconsciemment, ou alors, comme ils sont très ouverts, ils arrivent à appeler ces entités-là, tu vois. Ouais. Mais Appelons-les qui on comme on appelle? veut, mais voilà, c'est Ouais. ça. Parce que personne ne sait ce qui se passe de l'autre côté, hein. Donc c'est encore une fois, c'est le point d'interrogation. Et certains vont y mettre des extraterrestres, d'autres vont y mettre des défunts, etc. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas. J'imagine que toi, au niveau de toutes tes expériences, tu as une vision personnelle dessus. Ah non, moi je suis complètement Non. perdu. Ah ouais, Alors là, ouais, je peux te c'est dire, pire qu'avant je suis- alors. je suis complètement perdu parce que tu vois, l'avantage et le désavantage que j'ai Oui. d'avoir la revue, l'avantage que j'ai, c'est que je rencontre beaucoup de gens Oui. dans le domaine et qui ont beaucoup d'hypothèses. Et toutes les hypothèses que j'ai pu rencontrer parmi ces gens qui ont un certain niveau scientifique ou des connaissances en sociologie, par exemple, tu as Eri Zurker qui a une très grande connaissance de tout ce domaine-là, qui est au niveau sociologue et compagnie. Tu as Stéphane Baron qui a un niveau scientifique de sa connaissance de tout ce qui est domaine scientifique. Tu vois, tu as Bragy qui est sur le site, là, qui est sur le chat, qui a aussi des connaissances dans d'autres domaines. Tu as Monsieur Gillot qui a aussi d'autres connaissances. Et tous ces gens-là, ils m'apportent des hypothèses. Et en fait, comme elles tiennent toute la route, bah, Oui. tu te dis C'est vers dur. laquelle on peut se tourner. Tu es complètement paumé, quoi, en fin de compte, face à tout ça. Voilà. Ah, c'est clair, j'imagine, parce que tu les rassembles toutes et tous. Ouais. Et donc là, après coup, tu prends chacun. Par contre, est-ce que tu as quand même une possibilité, quand justement tu découvres une enquête et que tu as eu le retour de certains qui ont pu te dire bah, c'est grâce à ceci ou c'est grâce à cela, est-ce que tu peux quand même avoir quelques petites bribes d'informations? Tout à l'heure, tu nous disais ah bah peut-être parce que comme il y avait une phase lunaire spécifique, ça a pu faire ça, etc. Tu arrives quand même à matérialiser la chose Bah, matérialiser, ou expliquer un petit peu la chose? bah, expliquer. Est-ce qu'on pourrait expliquer un phénomène qu'on n'a pas compris? Non, Ça, du c'est tout. déjà, voilà, ça c'est complexe, hein. Mais écarter tout ce que nous on peut connaître, c'est déjà une bonne chose, hein. Oui. Déjà, c'est énorme comme travail. Après, dire que ça peut être que exogène, c'est pas possible. On peut pas dire que ça peut être que dû à l'hypothèse extraterrestre. HET, comme on dit chez nous. Euh, Parce que déjà, est-ce que nous, dans la connaissance qu'on a actuellement dans les années 2025, là, est-ce qu'en 2040, Eh oui. dans 15 ans, vu qu'on aura plus de connaissances scientifiques, on ne pourra pas démonter tout ce que nous, on a raconté aujourd'hui? Mais regarde, aujourd'hui, on Ouais. sait que les arbres sont vivants, qui communiquent Ouais, entre eux. On tout à sait fait. que l'eau est est un élément qui traverse toute chose et émet des vibrations, etc. Alors qu'il y a 40 ans en arrière, on n'imaginait pas ça une seule seconde. Hein. Ouais, il y avait juste les gens qui étaient un peu sensitifs, qui Tout à fait. pensaient que les arbres pouvaient discuter entre eux et compagnie, qui avaient des réactions. Les gens qui étaient intéressés par la nature, vous voyez que les arbres ils réagissaient à des événements ou à des choses particulières, mais on n'arrivait pas à mettre un doigt sur ce qui passait réellement. Et c'est grâce à une partie de la science, qu'elle soit agronomique ou pas, qu'on a découvert que les plantes écoutaient la musique, qu'elles pouvaient réagir à d'autres musiques agressives, pouvoir réagir d'autres manières, toi. Tout ça, c'est des trucs parce que la science s'intéresse à ça. Et malheureusement, officiellement, la science s'intéresse pas à l'ufologie. Et c'est dommage. Et c'est dommage. T'as pas en université des gens qui apprennent l'ufologie. Tu vois, on est tous des gens qui, par passion, se sont intéressés à ça. Par passion, on a peut-être appris plein de sciences, on a appris plein de choses, mais on n'a aucune autorité pour dire je suis un ufologue, j'ai un diplôme. Non, ça n'existe pas. Ouais. C'est vous, en tant que passionné, qui essayez de corroborer toutes ces choses-là ensemble. C'est ça. Et c'est grâce, et là je tiens à rappeler que grâce à nos anciens, c'est grâce aux ufologues, qu'ils soient français ou étrangers, que l'ufologie
et que le phénomène ovni existe toujours dans la presse ou dans la connaissance du public. Parce que si on n'était pas là, et si nos anciens n'avaient pas été là, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui on parlerait encore d'ufologie ? Non, c'est clair. Voilà. Et c'est grâce à des petits gens comme nous là qui prenons notre voiture, qui dépensons notre argent personnel, qui prenons de notre temps, parce qu'il ne faut pas critiquer quel que soit le travail qui a été effectué, même s'il a été mal fait, au moins il y a un travail qui a été fait, il y a des gens qui se sont déplacés, qui ont pris du temps, et qui ont fait ça avec passion, avec leur cœur, et ça faut pas l'oublier, et quel que soit le résultat, même s'ils ont pu se tromper, et ça c'est pas grave, au moins ils ont essayé d'apporter leur réponse à eux, au moins ils sont levés du canapé, et ils ont bougé, ils ont été rencontrer les témoins, ça c'est important. Et c'est super important de dire que c'est le témoin qui est important dans l'ufologie, c'est pas le phénomène. D'accord ? Ça c'est super important à savoir. C'est un petit peu dans la même vision, on va-t-on dire, que les enquêteurs du paranormal, qu'on peut retrouver sur YouTube notamment, qui se déplacent dans les lieux, qui rencontrent les gens qui ont vécu des traumatismes d'expériences paranormales, psy. Donc vous, c'est dans le même esprit. Sauf que vous, déjà, vous n'êtes pas filmé. C'est beaucoup plus intimiste, notamment, non public, mais surtout qu'il y a une enquête derrière qui se met en place, qui est très, très pointue, qu'on aura l'occasion d'aborder en deuxième partie d'émission. Par contre, avant qu'on finalise cette première partie, je voulais te poser une question. Est-ce qu'il y a des lieux en France ou même en Europe que tu as pu visiter où tu te dis, waouh, là, il y a quand même, ça arrive souvent, où il y a plusieurs personnes qui corroborent le même type d'événement. Et est-ce que tu peux aussi nous dire, par exemple, est-ce qu'il y a des phases lunaires spécifiques qui peuvent aussi nous montrer certaines spécificités ou même des clés au niveau des saisons ? Alors, des lieux, on en connaît. Oui. Alors, déjà, tu as le col de Vence. D'accord. Voilà, le col de Vence où il se passe beaucoup de choses. Où moi, je me rappelle, en 93, avec un copain, on avait appris qu'il se passait des trucs là-haut et on s'est dit, attends, on va aller voir ce qui se passe parce que toujours pareil, crédule, tu sais, crédule. On se dit sceptique, sceptique dans le bon sens, pas sceptique à se dire on va détruire le truc. Non, sceptique dans le fait qu'on va enquêter de savoir ce qui se passe. Et au col de Vence, il se passe plein de choses. Et quand on est monté au col de Vence, 4 années de suite, c'est vrai qu'on a vécu des choses intéressantes avec plein de personnes qui là-haut font des observations. Et aussi bien les habitants du coin qui eux aussi n'ont rien à voir avec les ufologues et qui font des observations et qui peuvent pas mettre un mot sur ce qu'ils observent, mais qui disent ouais il se passe des trucs là-haut au col de Vence. Après il y a le triangle de la Burle, je sais pas si tu connais. Ah, pas du tout. Pas du tout. Et donc ça c'est super intéressant. Tu devrais faudrait que tu demandes, il y a 2 personnes qui ont fait des grosses enquêtes là-haut sur le triangle de la Burle là, et qui d'ailleurs vont faire une conférence le 20 décembre sur ce sujet-là, et qui vont l'annoncer bientôt là. Et ils ont des enquêtes super intéressantes avec beaucoup d'observations aussi. Ça c'est pour la France, entre autres. Parce que donc Burgarache, c'est niente. Non, c'est pas que c'est niente, Burgarache. Il se passe des trucs à Burgarache. Mais ça a tellement été galvaudé, je veux dire. Oui, surmédiatisé, tout ça. Surmédiatisé, voilà, que maintenant on a une communauté là-bas qui est assez ouverte spirituellement et qui forcément voit des choses et qui ne se rapproche pas justement des ufologues et des personnes qui font des enquêtes de terrain pour essayer de voir s'il n'y a pas eu des erreurs de ce qui a été fait. Bien que il y a des photos, dont des photos qui sur LDLN, là, qu'on appelle des photos surprises. Et ça, je pourrais expliquer ce que c'est plus tard, les photos surprises. Et on a des trucs, des objets qui se promènent. Ah ouais. Et ça, c'est et à Burgarache. Et c'est passionnant. D'accord. Waouh. Voilà. Et à l'étranger, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'endroits. Dans le nord de l'Europe, où d'ailleurs ils sont en train avec des caméras et des choses comme ça, ils sont en train de les surveiller. Après, aux États-Unis, il y a beaucoup d'endroits qui sont réputés où il y a des choses qui se passent. On a eu Phoenix, tous ces coins-là où il s'est passé des choses intéressantes. Mais les points chauds, en fin de compte, tu peux en avoir un peu partout. Mais c'est toujours pareil. On est dans une civilisation qui maintenant, les gens sont sur leur écran de téléphone. Bah oui. Plus personne ne lève les yeux au ciel.
Et d'ailleurs, tu peux le voir, hein, quand même l'été, quand tu es dehors, que même s'il fait nuit, tu es au milieu de nulle part, les gens sont sur leur téléphone, ils regardent pas le ciel. Donc il pourrait y avoir énormément d'observations, il pourrait y avoir énormément de choses qui se passent dans le ciel. Les gens ne connaissent plus le ciel, et ça c'est dommage. Oui, parce que en plus l'été, les étoiles, il y a plein de choses Ouais, qui se passent l'été. Oui, c'est vrai, ouais, dans le c'est ciel. clair. Ouais, Euh, c'est clair. Tu penses que c'est peut-être relié aussi à certains lieux chargés, des lieux telluriques, des choses comme ça? Ou... Après, ouais, on pense il y a des endroits où les phénomènes apparaissent et on pense que dans ces lieux, il y a des liens avec les bâtiments anciens. Mhm. Il y a des liens avec des zones magnétiques, avec les comment que ça s'appelle comment que je pourrais dire tu vois, c'est pareil, il y a plein d'hypothèses là-dessus sur les observations qui peuvent être faites dans certains endroits. Et il y a des très très grands on va dire ufologues qui ont fait des travaux là-dessus et qui ont déterminé certains facteurs qui ont permis de déterminer qu'il y a des points particuliers en France où ça se passe. Mais est-ce que ça va tenir dans le temps? Ça, on ne sait pas. Leur hypothèse. Mais en tout cas, tout ce qui est tellurique et tout ça, ouais, ça tient la route, hein. Ça tient la route actuellement. Encore. C'est vrai qu'on ressent, Ouais. enfin, en tout cas, nous, vu de l'extérieur, quand on s'intéresse aussi aux phénomènes parapsy, etc., on se dit qu'il y a très certainement des lieux chargés qui se manifestent à des moments clés des saisons, à des moments clés des phases lunaires. Enfin, on le sent, les énergies, on bouillonne, enfin, il se passe des choses dans certains lieux. Moi, j'ai des Mhm. souvenirs, par exemple, à Lyon, à côté de Lyon, je suis originaire de Lyon, on a une forêt qu'on appelle la petite brocéliande, et à certains endroits de cette forêt, quand on se met entre deux arbres, on ressent carrément le sol vibrer. Tu vois, et c'est connu comme étant un lieu tellurique chargé d'énergie. Donc je me dis, il y a peut-être des similitudes avec le fait qu'il y a des gens qui vivent des expériences spécifiques. Je sais pas. Mais c'est, encore une fois, c'est un questionnement. Ouais, c'est encore un questionnement parce que tu vois, comme ici en Bretagne, on a la forêt de Pimpon, Oui, on de a la Brocéliande, Brocéliande, tout voilà. à fait. Après, ce qui est clair, c'est que tu vois, le problème qu'on rencontre aussi en ufologie, c'est qu'on a beaucoup d'observations au-dessus des bases militaires, au-dessus des centrales nucléaires, Ah ouais. mais face à quoi on est? Est-ce que c'est de l'espionnage, que ce soit l'espionnage technologique ou militaire? Avec des tests qu'ils font eux, qu'on Voilà, n'est pas au ou est-ce que c'est courant. des tests, ou c'est des tests ouais, faits par les militaires avec des nouveaux engins qu'on connaît pas et du nouveau matériel d'observation qu'on connaît pas. Toi, c'est tout ça. C'est vrai. Et, et c'est justement ça qui est passionnant. C'est Oui, de creuser. On creuse tout le temps. Et c'est une éternelle recherche en fin de compte. c'est clair. Mais il faut aimer l'enquête. Si tu n'aimes pas Ouais. l'enquête, t'es fichu. Bah, faut aimer l'enquête et faut aimer sourcer surtout l'enquête. Oui. Voilà. Et chercher, fouiller, ouais, c'est notre travail, hein. On est un peu des archéologues de l'OVNI, hein. Justement, j'allais te poser la question. Hmm. Dans votre association, il y a, j'imagine, des astronomes passionnés, Oui, des archéologues passionnés, tout à fait. des enquêteurs de police peut-être même passionnés. Hmm. Voilà. Enfin, il y a vraiment tout un coron de métiers qui se retrouvent dans l'ufologie. Tout à fait, ouais. Et je crois que c'est Et ben, unique d'ailleurs. voilà. Et ben, dans les enquêteurs que moi j'ai chez LDN, j'ai beaucoup d'anciens policiers à la retraite et beaucoup de gendarmes à la retraite aussi, qui ont rejoint LDLN et qui sont devenus enquêteurs à LDLN et qui apportent leur savoir justement. Toi, Hmm. parce qu'on fait beaucoup d'enquêtes criminelles et donc c'est un peu comme des enquêtes, comme tu disais, c'est un peu comme des enquêtes criminelles quand on est face à Ah oui, ce phénomène. Ouais, on fouille, c'est mais ça. On cherche le coupable, on cherche la on, clé ch- de on l'énigme. cherche. Voilà, C'est et passionnant, vraiment. tout à J'adore. fait. Euh, Avant qu'on finisse, j'imagine peut-être qu'il y a des crop circles. On peut peut-être rappeler ce que c'est pour les enchanteurs qui connaissent pas trop ce terme. Ces petits Voilà. cercles pas Alors, spécifiques. c'est des formes géométriques qui sont faites, qui sont réalisées dans des champs. Alors, c'est souvent dans les champs de blé ou les champs de maïs. Et d'ailleurs, il y a un spécialiste français, je ne sais pas si tu connais Molinaro. Ah non. Voilà, quelqu'un a invité, et ça, je peux te donner encore aussi des références. Monsieur Molinaro qui enquête là-dessus. Alors, je vais mettre les hauts là, parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont réagir.
Il y en a qui disent que M. Molinaro il est un peu trop spirituel pour faire ce genre d'enquête. Au moins, lui... Habité, quoi. Voilà, il a habité, mais peut-être, mais moi je l'aime bien. Et lui au moins, il mouille la chemise et puis il va sur le terrain pour essayer de comprendre. Voilà. Il va chercher les formes, les voilà. choses comme ça. Voilà, quelle que soit la façon dont il apporte les choses. Et moi je trouve qu'il faut mettre un peu de magie dans la vie des gens de temps en temps, c'est bien aussi. Vous avez des médiums aussi avec vous? Pas du tout. Alors, tu vois, ça fera peut-être partie de la deuxième partie là. C'est que souvent, les témoins qui ont été survolés ou les expérienceurs, soit ils déclenchent des phénomènes de médiumnique chez eux, ou soit ils deviennent très très accrochés à la nature, ils se découvrent des choses, des liens avec la nature et compagnie, ou soit ils avaient un petit don qu'ils avaient déjà développé, et quand ils ont fait leur observation, quand ils sont devenus expérienceurs, ça développe encore plus la phénomène. chose. Ouais. Et oui, on a des médiums qui parmi nos abonnés et parmi les gens qui tournent autour de LDLN, ouais. Waouh. Et ça promet pour du lourd en deuxième partie, mon très cher Jean-Louis. Voilà. Alors pour préparer la mission, je t'ai demandé de me proposer 2 chansons. Et tu as choisi Ma préférence de Julien Clerc et Lettre à France de Paul Naref. De magnifique musique. Tu veux nous en parler un petit peu? Julien Clerc, c'est un chanteur que j'aime bien. Ouais. Donc voilà, et Ma préférence, je trouve qu'il apporte aussi un peu de magie dans la vie des gens. Il va leur montrer que à travers ses chansons que on peut faire sa vie sans être jugé aussi. Voilà. C'est vrai. Et Michel Polnareff, lui, c'est parce que j'ai eu ce plaisir quand j'étais pompier volontaire à Fontaine-Trésigny. Il a vécu à Fontaine-Trésigny et venait dans notre caserne. Il venait discuter avec nous, chanter avec nous, on mangeait avec lui. On a eu plein de relations avec Michel Polnareff. Et je trouve que lui aussi, c'est un poète. C'est un poète dans la musique. Hein. C'est clair. Ouais, il y a des poètes comme ça. On a eu Jacques Brel, Brassens. Waouh, mais vous avez été gâtés là-bas. Les grands artistes. Ouais, qui sont passés, parce qu'on avait un manoir à cette époque-là, un grand restaurant qui n'existe plus malheureusement sur Fontenay, et on a eu pas mal de passages, ouais. Magnifique. Donc, mes très chers enchanteurs, on va mettre ces 2 magnifiques morceaux et on se retrouve pour la deuxième partie avec Jean-Louis. À tout à l'heure. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. C'est un morceau magnifique, vraiment merci Jean-Louis, vraiment pour ce morceau, c'était trop beau. Les 2 d'ailleurs, mais alors là, moi je planais de ouf, alors je sais pas si c'est pareil pour les enchanteurs, mais c'était magnifique. Alors mon très cher Jean-Louis, on passe à la deuxième partie, que j'attendais avec impatience, autour des enquêtes. Comment se passe une enquête? Déjà, comment vous choisissez? Est-ce que ce sont les gens qui viennent à vous? Certains enquêteurs décident de prendre telle ou telle enquête. Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs solutions. De quelle manière déjà on trouve les enquêtes? Alors, soit on a pas mal de nos abonnés qui fouillent les journaux locaux, comme on peut avoir Ouest France, nous aussi, et tout ça. Et... Ça y est, Jean-Louis est sur le chat, donc il voit tout ce que vous écrivez, les enchanteurs, moi je vous le dis. Voilà, ou soit après il y a des gens qui nous contactent sur notre site web de LDLN, soit ils ont découvert LDLN grâce à des émissions comme la tienne, ou comme son Urea, ou d'autres émissions. Voilà. Après, on a aussi pas mal de nos enquêteurs qui sont anciens, aussi bien par l'âge que par l'ancienneté dans le domaine, dont certains que Paulie connaît, de nos anciens, et qui, eux, ont beaucoup de relations dans la région où ils se trouvent, d'accord, et qui découvrent des gens qui doivent faire des témoignages. Et par rapport à ça, on passe déjà dans un premier temps, on les appelle par téléphone afin de savoir ce qu'ils ont pu observer et savoir si ça vaut le coup qu'on se déplace un enquêteur ou que moi aussi, éventuellement, je me déplace.
D'accord ? Mhm. Donc voilà, c'est ça déjà la première partie de la D'accord. façon dont on découvre les enquêtes. Hein. Vous êtes plus orienté en France ou plutôt dans tous les domaines du monde? Ah, Alors, moi j'ai plus de 80 enquêteurs dans le monde entier. Voilà. énorme. Voilà. Aussi bien d'origine en langue française qu'en langue anglaise ou espagnole. Hein. Donc tu parles toutes les langues. Moi, non. Ah, Moi, je suis comme tous les Français, je suis nul en langue étrangère. bienvenue au club. Voilà. Alors, totalement nul. Hein. Je baragouine 3 mois en espagnol et 3 mois en anglais. Et d'ailleurs, souvent, la petite voix qui fait podcast avec moi, qui est une personne que je connais, se moque souvent de mon accent anglais. Parce que je suis nul. Franchement, je suis nul. T'as l'accent bien français pour les Anglais, Ouais. quoi. C'est ça. Voilà. How are you? How are you? Ouais. Je vois. Brian is in the kitchen. Voilà. D'accord. Et l'avantage que j'ai par rapport à ça, c'est que tous ces enquêteurs parlent français. Donc c'est une bonne chose. Hein. Oui, pour échanger, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Et les enquêtes arrivent de partout. Mhm. Voilà. Donc après coup, bah, tu pioches. Je pioche. On rentre en contact avec le témoin par téléphone. On passe beaucoup de temps avec lui. On essaie de comprendre ce qu'il a pu observer. On prend un maximum d'informations. Et par rapport aux informations qu'il nous donne, on envoie ensuite un enquêteur qui va sur les lieux de l'observation. Sur les lieux d'observation, ça lui permet de découvrir la vision qu'a pu avoir la personne au moment de l'observation, parce qu'on essaie d'arriver à peu près aux heures où ça a été fait, où l'observation a été effectuée. Ça nous permet aussi de voir l'environnement dans lequel il se trouve quand il a fait l'observation. Ça nous permet aussi de savoir si dans le coin, il peut y avoir des aérodromes, des zones de militaires, des zones de recherche, tout ça, qu'on arrive à déterminer dans le coin. Donc déjà, ça nous permet d'après de rentrer en contact avec ces entreprises ou ces lieux particuliers, quand ils veulent nous répondre, hein, parce que parfois, surtout les militaires, c'est la grande muette. Hein. Eux, il ne se passe jamais rien. Même si ils ont fait décoller des avions, ils font bah non, il n'y a jamais rien qu'à décoller. Mais tous les gens ont vu décoller des avions, mais eux, ils se disent qu'il n'y a rien s'est passé. Bon, ça nous arrive plein de fois, ce genre de réponse. C'est compliqué hein, pour faire les enquêtes. Ouais, c'est très compliqué. Et vous y allez avec le témoin et sans lui aussi? Oui. Donc on y va dans un premier temps avec le témoin. D'accord. Et ensuite, on fait souvent des enquêtes de voisinage aussi. Voir si d'autres personnes ont fait des observations à ce moment-là, si éventuellement elles ont pu entendre des choses particulières, si elles connaissent le témoin, et en plus ça nous permet de savoir si la personne qui nous a fait le témoignage, si elle est connue dans le secteur. Mais après c'est toujours un peu, c'est pas toujours bien équilibré parce qu'il suffit que tu tombes sur un voisin qui s'entend pas bien avec le témoin, il peut te raconter ce qu'il veut. Et nous, on essaie de faire un peu comme font les gendarmes et les policiers. Hein. Enfin, quand on va voir le voisinage et on essaie de faire une enquête de voisinage par rapport aussi au témoin. Savoir s'il est sérieux, s'il a l'habitude de faire des blagues, si c'est une personne qui est connue dans le village pour faire des choses particulières. Voilà. Ah oui, donc ça va loin. Ouais. Vous Ouais, vous présentez en tant qu'association ufologique ou pas du tout? Ah, Ouais. si. D'accord. Ah oui, après, on est toujours bien accueillis, hein, Ouais. soit avec le sourire, et les gens ils rigolent et puis ils font non, en rigolant, non, on n'y croit pas à tout ça, mais comme je te dis, hein, on n'a jamais eu, en tout cas moi, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a lâché le chien de la maison pour m'évacuer. Hein. On a toujours été bien reçus hein, par les gens, Comme quoi? contrairement à ce qu'on croit, même par les gendarmes. Hein. Quand tu vas voir les gendarmes te reçoivent, bon, après tu peux tomber sur des gendarmes qui rigolent, mais ils vont pas. Souvent, dans les gendarmeries, contrairement au commissariat, dans les gendarmeries, ils te donnent des renseignements. C'est ça qui est fantastique. C'est des gens très sérieux. Hein, Ça te permet d'aller plus loin dans l'enquête. Tout à fait. De comprendre aussi toute l'ambiance et l'environnement dans lequel tu te trouves.
je suppose. Ouais. Parce qu'il y a des spécificités dans chaque coin de France, notamment, hein, les villages. Ouais. Parce que, bon, il peut très bien avoir vu quelque chose, hein, le témoin, mais en fin de compte, ça peut être une fête de chez son voisin éloigné, avec des lumières. Parce que ça arrive souvent, je sais pas pour toi, mais l'été, on voit des lumières un petit peu étranges dans le ciel, mais c'est parce qu'il y a des fêtes à plusieurs kilomètres de ça, donc on peut croire qu'il y a des choses qui se passent, mais en fait, pas du tout. Après, voilà, maintenant, ce qu'on rencontre comme problème en ufologie, c'est la technologie. Ouais. Entre les drones, que normalement on n'a pas à le faire voler la nuit, mais que les gens ils gênent pas pour les faire voler quand même. Entre les lanternes thaïlandaises, entre les Starlink qui sont envoyés par Monsieur Musk avec son SpaceX, entre différents tout ce qui est développé maintenant dans la technologie, les projecteurs, tout ça, ça devient compliqué pour réellement permettre de mettre le doigt sur ce qui a pu se passer. Alors justement, nous, notre boulot, c'est ça, c'est de faire les enquêtes, aller à la mairie, dire est-ce que tel soir, il y a eu une fête qui a été autorisée, est-ce que vous avez autorisé des lâchers de l'antenne thaïlandaise, est-ce qu'il n'y a pas eu des spots qui ont été installés, est-ce qu'il n'y a pas eu un concert, tu vois. Et la recherche, elle est longue. Ouais. Généralement. Et comme dit Polly, c'est vrai qu'on a eu ce qu'on appelle les drovnis. Les drovnis ? Oui, parce qu'en fin de compte, c'est Claude Lavatte avec Christian Comtesse, qui sont deux enquêteurs ufologues français, qui lors des survols des centrales nucléaires, comme la réponse de notre administration officielle a été que les centrales ont été survolées par des drones, malgré que on n'a jamais eu de preuves ni photographiques, ni vidéos venant de leur part, pour nous démontrer que c'était réellement des drones, même des drones géants parfois. Ils ont appelé ça des drovnis. D'accord. Le jeu de mots. Oui, je vois très bien, drone et ovni, voilà. quoi. Ok. Voilà. Donc c'est resté dans notre tradition à nous maintenant. Dès qu'il y a, actuellement, il y a encore des drones ou des drovnis qui survolent toutes les aéroports ou certains lieux militaires en Belgique et compagnie. Donc je ne sais pas trop ce qui se passe là-bas en ce moment encore. Il y a encore des choses bizarres. Ouais. Merci le ciel. Ouais. Et c'est vrai qu'on a eu, comme dit Polly, on a eu dans les années 90, c'était les Sky Trackers. Tu te rappelles ? Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, ça me parle de nom. Voilà, c'était ce qu'on avait dans les boîtes de nuit, là, les grands faisceaux. Là. Tout à fait, bah oui, c'est ça en fait. Ouais. Donc c'est vrai, ça a été compliqué. Il y a aussi les éoliennes. Moi, je sais que ça m'est arrivé, notamment en Bretagne. On ne connaissait pas trop la région et on s'est donc baladé en pleine nuit en voiture. Et on a vu les éoliennes. Tu sais, elles ont des petits trucs lumineuses la nuit. Oui. On a l'impression que c'est des soucoupes volantes. Avec mon mari, on a eu la flippe de notre vie un soir en se baladant dans la nuit dans les routes de Bretagne. Et en fait, c'était des éoliennes, quoi. Donc, tu vois, des fois, il y a des trucs comme ça. Tu te dis, mon Dieu, ça y est, je suis dans X-Files. Ouais. Il y a les phénomènes en mer, pareil, comme il y a des éoliennes en mer maintenant, si tu connais pas le coin, c'est vrai que ça peut être surprenant. Hein. Tu peux te dire, tiens, ouais. Donc c'est pour ça que vos enquêtes sont importantes, parce que vous allez vraiment développer, décortiquer tous les lieux, le lieu, voir un petit peu en amont aussi l'entourage. Et justement, donc vous rencontrez ces personnes. Les questions qui reviennent généralement, parce que j'imagine que vous avez un questionnaire spécifique. Tu disais tout à l'heure qu'il y a pas mal aussi de parapsychologie quelque part, donc tu essayes de chercher, de creuser, ou tu le laisses déballer son histoire. Alors, la meilleure approche, c'est ça, c'est que tu viens, tu discutes avec la personne pour te présenter, le but dans lequel tu viens aussi. Moi, je préfère être clair avec les gens, leur dire dès le départ, moi, je suis pas là pour croire que ce que vous avez observé, c'est un vaisseau spatial. Je suis là pour essayer de comprendre ce que vous avez observé. Et donc, à partir de là, je leur dis, allez-y, parlez-moi. Donc, je laisse discuter. Moi, je prends des notes pendant ce temps-là qui me permettent de poser des questions, qui permettent de poser les questions adéquates. Et une fois que la personne a fini de parler, je reviens sur certains points que je considère importants. Alors,
Souvent, c'est dans quelle direction vous regardiez au moment où vous avez fait l'observation. Mm. Le phénomène est arrivé de quel endroit pour partir à tel endroit. Est-ce qu'il a disparu sur place? Est-ce que c'est parce que vous êtes parti qu'il a disparu? Est-ce que vous avez vu sa disparition? Et de quelle couleur il était? Est-ce que vous pouvez me dire la taille apparente? Parce que ça, c'est pareil. Quand tu demandes aux gens de quelle est la taille du phénomène que vous avez vu, ah, c'était énorme. Ouais. Non, mais ça, c'est pas une réponse pour nous. Oui, parce que énorme, Nous, ça ce veut qui tout nous- dire, voilà. rien dire. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle la taille apparente. Donc, c'est ce que ça peut donner en visuel. Et sachant, moi, je dis toujours aux gens, vous savez qu'avec le pouce, quand vous tendez le bras comme ça et que vous mettez devant la Lune, avec le pouce, vous faites disparaître la Lune. D'accord? C'est vrai. Et c'est ce qu'on appelle la taille apparente. Voilà. Et ça nous permet de déterminer à peu près une dimension en degrés de ce qui a été observé, ou en arc. Voilà. Après, bon, c'est de la discussion mathématique. Après, ce qui nous intéresse, c'est le bruit éventuel, la couleur. Est-ce qu'il y avait du bruit dans la nature? Est-ce que vous avez ressenti des choses particulières? Tu vois, tout ça. Et ça nous permet de faire des corrélations avec d'autres observations. Et parfois, ils sont à plusieurs quand ils perçoivent des choses. Ouais. Et Et- parfois, ils sont à plusieurs. Et c'est pas la Et même c'est ça- chose. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils n'observent pas la même chose. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais. Et c'est là que on se dit tout le temps que le phénomène, il joue avec nous. Voilà. Et après, d'autres personnes qui sont des psychologues ou des gens qui travaillent un peu sur la nature du cerveau expliquent qu'en fin de compte, on ne voit pas avec les yeux. En fin de compte, c'est le cerveau qui analyse ce qui est observé et qui le met, qui te montre en fin de compte ce que toi, tu es capable d'accepter ou que tu as vécu dans le temps et compagnie. Voilà. D'accord. Donc, en C'est- fonction, de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des traumas ou pas, Ouais. en fin de compte, le cerveau va réagir d'une certaine manière suite à quelque chose d'extraordinaire Voilà. à ses yeux et il le percevra pas de la même manière. Voilà, ou en ton expérience personnelle, Oui. tu vois, Mm. ce que tu as pu vivre dans ta vie. Par exemple, tu imagines des gens qui vivent dans l'Amazone, qui n'ont jamais vu d'avion, Et oui, voilà, de quelle manière ils vont pouvoir voir ce qui passe au-dessus de leur tête que c'est un avion. c'est vrai. Ouais. À quoi ils vont l'assimiler? À un animal, pour Un le dieu. dessiner, à un dieu, voilà, tu vois, c'est... Mhm. Alors, j'imagine que certains ont dû vous dessiner des choses de ce qu'ils Oui. ont vu. Et la question qui revient très certainement, qu'on doit te poser à chaque fois, j'imagine, c'est qu'on a dû te dessiner à quoi pouvaient ressembler les petits hommes verts. Hmm. Est-ce que tu as eu des dessins qui pouvaient corroborer? Parce qu'il existe des tas de spécificités autour de ces êtres, au niveau des formes, des couleurs. Certains les appellent même comment on appelle ça? Les petits gris. Oui, voilà, il y a les petits gris, mais il y en a aussi un d'autre. Tu sais que les politiques américains sont tous comme ça, d'ailleurs. Ah, Ah, tu vois veux de quoi je parler parle? les reptiliens. Voilà, les reptiliens, etc., tu vois. Ouais. Est-ce que tu perçois ce genre de choses aussi, de phénomènes? Alors après, on a beaucoup de... Alors, c'est surtout beaucoup parmi les expérienceurs qu'on a ça. D'accord. Ouais. Mais c'est toujours pareil. On a affaire à une population d'êtres, si on peut donner le mot être à ces êtres-là, ouais, bref, qui sont vachement différents. T'as les petits gris, t'as les hommes bleus, t'as les grands blonds, les petits blonds, les grands gris, les petits gris, tu vois, les reptiliens. Alors, grande parenthèse, on a une faune tellement particulière d'observation d'êtres que Oui. après si on prend en considération que tout ça c'est réel, d'accord, et que on prend en considération aussi que notre univers il est tellement grand et qu'il peut y avoir tellement d'êtres différents, pourquoi refuser que des êtres différents viennent nous rendre visite? Tout à fait. Voilà. Et après, c'est là que la science rentre en ligne de cause. C'est là qu'on voit que les scientifiques freinent des deux pieds quand on commence à raconter des choses comme ça, quoi. Oui, parce qu'ils se disent, oh mon Dieu, Ouais. quoi. Ouais. Mon Dieu.
ils commencent à peine à accepter que éventuellement dans l'univers il existe d'autres formes de vie. Alors si maintenant on commence à leur dire que ça fait longtemps qu'on est visité, c'est encore un grand pas qu'ils ont du mal à faire. Mais dans un futur, dans tous les cas, tu penses qu'il y aura une évolution qui va s'opérer. Ils intégreront les choses. Mais c'est comme tout, hein. Mm. Tu sais, on dit souvent quand il y a des gens qui disent lors de nos conférences, qui nous disent ah mais vous êtes des croyants. Je dis non, on n'est pas des croyants déjà. Regardez la science a toujours évolué. Il y a environ 150 ans de ça, 200 ans, les scientifiques, les sachants venaient devant les gueux, comme je le dis tout le temps, devant les gueux, et disaient aux gueux, jamais le plus lourd que l'air ne pourra voler. Faudrait peut-être si on les faisait revenir maintenant, je pense qu'ils nous feraient un affrète. Hein. Hop, c'est clair. on les enterrerait tout de suite, je pense. Et on a tellement de choses qui ont été dites dans l'histoire de la science. Tu vois, moi qui m'intéresse à l'astrophysique et à l'astronomie depuis très longtemps, il y a très très longtemps, il n'y avait pas un seul astronome qui t'aurait dit que chaque étoile avait une planète. Ah oui, effectivement. Alors que maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Mm-mm. Tu vois, donc la science évolue tout doucement. Et un jour, la science prendra en main ces choses-là. Et on aura des scientifiques qui vont s'intéresser à nos expérienceurs, qui vont s'intéresser à nos témoignages. Et c'est pour ça que c'est important qu'on récolte un maximum de témoignages, parce qu'à un moment ou à un autre, ça va servir à quelqu'un qui va extrapoler tout ça et qui va dire mais comment ça se fait qu'on ne s'est pas aperçu qu'il y avait ça devant nos yeux, quoi. Voilà. Bah, tu sais, c'est comme, je sais pas si tu es au courant, j'avais regardé justement un article sur le sujet archéologique où ils expliquaient que les archéologues, en fait, jusqu'à présent, n'orientaient leurs recherches qu'à un certain lieu précis de l'Europe. Donc, ce qui a fait qu'on a pu découvrir les hommes de Cro-Magnon, etc., etc. Mais en fait, toutes ces recherches sont menées autour d'un seul et même lieu, seul et même endroit, seul et même univers. Et donc aujourd'hui, il ne peut même plus dire réellement si on est originaire de telle ou telle chose. Et ça, c'est dingue, parce qu'il y a 20 ans en arrière, on n'aurait jamais entendu ça, quoi. Leur vision, c'était la vision du monde entier. Ouais, c'est ça. Tu vois ? Mais c'est pareil, en fait, aussi pour tout. Pour tout. Dans tous les domaines, de toute façon, on s'aperçoit que la science, ça progresse et que ce qui a été dit il y a 20 ans est complètement faux par rapport à maintenant, quoi. Comme la Révolution française, comme tout, quoi. Ouais. C'est clair. Hein. Le débat pourrait être ouvert. Hein. Concernant les enquêtes, justement, donc, alors, tu nous expliques effectivement, il y a tout un on va dire un exercice important autour de la personne ou les personnes qui vous expliquent un petit peu comment ça s'est passé. On vous donne des dessins, je suppose aussi, puisque tu as pu nous parler de corroboration. Par exemple, au niveau des objets volants. Est-ce qu'il y a aussi des objets volants qui sont en corrélation sur ce que nous on sait de ces formes-là, ou alors il y a vraiment de tout type? Parce que je sais qu'il y a des triangles, d'autres il y a des sphères, c'est très... Mais est-ce qu'il y a quand même des formes qui reviennent? Alors actuellement, on est plutôt dans les périodes d'observation de triangles et beaucoup de lumière dans le ciel, tu vois, de petits globes. Alors, on peut dire le nom qu'on veut là-dessus. Hein. Il y a certains qui appellent ça des orbs. Voilà. Et on est actuellement axé là-dessus. L'histoire de la soucoupe volante, le cigare, tout ça, ça a disparu de l'histoire de l'ufologie. Et c'est comme si que... Et c'est là que c'est compliqué par rapport à tout ça. C'est comme si que le phénomène, si on l'attribue à un phénomène exogène, se matérialise par rapport à ce que nous, on est capable de faire dans toutes les entreprises aéronautiques, tu vois, ou astronomiques. C'est intéressant ce que tu dis là. Ouais, c'est-à-dire que la forme des triangles, par exemple, ça correspond à beaucoup d'avions maintenant américains ou russes qui volent dans le ciel, comme le B-2 ou le F-117, tous ces engins là qu'on a au-dessus de la tête. Les sphères, on peut attribuer ça à des drones qui volent dans le ciel aussi, hein. Et en fin de compte, le phénomène, il joue avec tout ça. Et à une époque, il apparaissait sous des formes de dirigeables, parce qu'on a eu une vague de dirigeables en 1897.
Et ça correspondait juste avant l'apparition des mêmes dirigeables qui pouvaient être attribués à ce moment-là. Tu vois? Et c'est là que, en fin de compte, on s'aperçoit que tout ça, c'est difficile après à déterminer face à quoi on est. Parce que, en fin de compte, le mimétisme, il est présent là, à ce moment-là. Alors après, si on prend par exemple Phoenix, où il y a un triangle qui a été observé, mais le triangle il était énorme. Il faisait plusieurs kilomètres. Ah oui. On a quand même des difficultés à imaginer que nous, en tant qu'humains, on ait pu développer une telle technologie. Voilà. Bien que ça reste encore... Oui, encore un mystère, on ne sait pas en fait. bah, Parce qu'il peut faire encore une fois des tests au niveau de l'armée, etc. Donc on ne sait pas. voilà. Et après, on attribue souvent les observations qui ont eu lieu le 5 novembre 90 en France ou pendant des années 89 et 91 en Belgique. On attribue souvent le phénomène à un fameux TR3B qui d'origine américaine, qui n'a jamais été observé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est moi j'en parle souvent, c'est qu'aux États-Unis, il y a des gens, alors je ne peux pas le dire en américain parce que je suis incapable de le dire, on va encore se moquer de moi. C'est des gens qui ont la passion, en fin de compte, de passer beaucoup de temps dehors à observer le ciel. Ils sont souvent au bord des lieux comme la zone 51 ou d'autres lieux où Lockheed ou Boeing réalisent des engins particuliers. Ils sont là pour observer et essayer de déterminer ce qu'ils volent. Voilà. Et c'est leur passion, ces gens-là. Et c'est eux qui ont découvert le F-117, le B-2 et compagnie, et qu'on en parlait bien avant que les journalistes en parlent. Et actuellement, il n'y a aucun gars qui fait partie de cette frange-là qui nous a rapporté avoir observé des engins qui étaient capables de voler de cette manière-là et qu'ils ont pu prendre en photo ou qu'ils ont pu observer. Tu vois? Donc c'est pour ça que le fait que des triangles volent actuellement, qui sont observés par des gens, alors c'est souvent 3 points lumineux qui sont observés dans le ciel, ça nous pose quand même problème. Ça nous pose problème tout ça. Oui, parce que tu te dis, en fin de compte, c'est une sorte de vague de mode, un moment clé de ce qui se passe dans le ciel. Après coup, ça revient pas. Donc effectivement, il y a des liens, quoi. C'est ça, tout à fait. Et ouais, donc ça pose problème parce que tu te demandes en réalité si tout ça est réel. Enfin, ça l'est, mais est-ce que c'est extraterrestre, quoi? Réellement. Bah après, réel, est-ce que c'est structuré? Ouais. Ça, on ne le sait pas. D'accord? Parce que ça aussi, on est incapable de dire ce qu'on observe actuellement. Est-ce que réellement c'est physique? C'est bien matériel? Vu les capacités qu'a le phénomène. Et ça devient très très compliqué à expliquer aux gens que ce qu'ils observent n'est peut-être pas la réalité de ce qui est observable. Voilà. Et c'est vrai que nous, avec nos capacités, où on ne connaît pas forcément tout ça, on voit des choses dans le ciel, voilà, on est un petit peu perturbé, ce qui est normal, quoi. D'ailleurs, est-ce que tu as des enquêtes où justement les témoins ou le témoin t'a expliqué que ça a duré un certain nombre de minutes, peut-être même d'heures, de jours? Oui. Ouais. De bruit alors, aussi, peut-être? Alors, surtout, on a eu beaucoup de témoignages où les gens, il n'y avait aucun bruit, même dans la nature. Ce qu'on appelle, nous, le phénomène d'ose, le phénomène cocon. Tu vois, t'es là, t'es au milieu de... Pas de la nature, par exemple, tu te promènes sur une route ou dans une ville où il y a du monde et compagnie, il y a plein de monde. Et d'un coup, tu fais une observation, tu observes le phénomène au-dessus de toi. Et là, tu te retrouves dans une bulle où il n'y a plus un son, tu vois plus personne, il n'y a aucune voiture qui passe à côté de toi. Et là, tu t'interroges, tu fais « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Et quand le phénomène disparaît, tac, tout redevient normal. D'accord, c'est comme s'il y avait une sorte d'espace-temps qui s'opérait. C'est comme si, en fin de compte, on était dans la bulle de temps du phénomène. Et que tout le reste n'existait plus. Et tu as eu pas mal de témoignages comme ça? Ouais. Il y en a énormément des témoignages comme ça. Et en France? En France, oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. C'est fou. D'ailleurs, le dernier podcast que j'ai fait sur la chaîne YouTube de LDLN, ça se passe dans la région à Genèse.
Et justement, la personne qui nous fait le témoignage, c'est ce qui l'a choqué, ce silence. Et cette impression d'être drôle, comme a dit. Ah, je me trouvais drôle. J'étais pas comme d'habitude. Et tu vois, c'est ça qui touche énormément nos témoins quand ils sont face à ça. Alors, comment qu'on pourrait l'expliquer, je sais pas. Est-ce que t'es tellement fasciné par ce que tu vois que tu oublies tout ce qui se passe autour? Ouais, Est-ce puis un que petit peu dans l'euphorie ouais, aussi, quoi, du voilà, moment, etc. voilà. Est-ce que c'est le phénomène qui t'amène dans une bulle de temps à lui? Voilà. Parce que il y a eu des cas où les gens, ils ont eu l'impression que ça durait 20 30 secondes et ils se sont retrouvés à être restés à observer le truc pendant 2 ou 3 heures. Ah ouais. Ouais, donc c'est perte de temps. Toi, c'est Oui, donc là, il y aurait quand même des phénomènes, pour ouais, certains, complètement dingues. complètement Hein. dingue. Ouais. Voilà. Moi, j'ai eu un cas il y a, je veux pas dire de bêtises, je crois il y a 7 ans, ouais. Le gars, il part de son travail, alors, il était 17h30, ouais, en hiver. Il arrive sur une petite route départementale où il a l'habitude de rouler pour aller chez lui. Il observe le phénomène. Ah, il regarde. Ah, pour lui, ça a duré 5 minutes. Montre en main, 5 minutes, pas plus. Quand il a observé la chose, là, parce qu'il est sorti de sa voiture, il a observé le phénomène. Il est rentré chez lui, il était 17h. Il fait. Là, il n'a rien compris. Il dit, je pars de mon travail à 17h30, j'arrive à 17h chez moi. C'est pas normal. Ouais. Ouais, c'est pas normal. Hein. Ah, c'est clair. Et je lui dis, mais vous êtes sûr que... Bah oui, d'ailleurs, c'était constaté par sa femme, parce que sa femme lui a dit, bah, tu rentres déjà? Tu travailles pas? Et lui, il n'a pas compris au départ pourquoi sa femme disait ça. Donc là, tu as carrément Et affaire à une sorte de remontage du temps. voilà. Et il y a d'autres personnes qui quittent leur travail à... Bah, on a eu un cas en Bretagne. Euh, Alors attends, faut pas que je me plante en disant le nom, parce que j'ai failli dire le nom de la personne. Euh, La personne, à part du lieu où elle était au travail, il était aux alentours de 18 heures. Elle prend la route comme ça, et elle observe un phénomène lumineux au loin. Et tu peux retrouver cette histoire dans LDLN et sur la chaîne YouTube, et tu peux retrouver aussi ça sur Nura TV. Et au loin, elle voit une lumière, et d'un seul coup, elle se dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Puis d'un seul coup, pof, la lumière se retrouve à côté de la voiture. Et là, plus de son, plus d'image, comme on dit, elle perd la notion du temps. Et elle reprend conscience à un feu rouge. Elle se dit, qu'est-ce que je fais là? Elle comprend pas ce qu'elle fait à cet endroit-là. Donc elle décide de prendre un chemin. Elle se retrouve à un rond-point. Et puis au rond-point, elle fait, oh là, elle était complètement paumée. Elle appelle son mari. Et elle demande à son mari, tiens chérie, je suis complètement paumée, est-ce que tu peux m'aider? Son mari lui fait, bah, décris-moi où t'es. Donc elle lui explique vaguement. Et là, mot pour mot, hein, là, je dis pas de bêtises, hein, mot pour mot, il fait, mais tu te fous de ma gueule? T'es à côté chez ta sœur. Ah oui, il était Et là, totalement perdu, quoi. elle reprend conscience, elle était complètement pâtée, quoi, comme on dit. Donc elle reste au téléphone avec son mari, hop, et elle arrive à la maison. Et quand elle arrive à la maison, il est 23h30, tu vois, 5h30 de perte de temps. Ah ouais. Et là, elle voit son enfant de 5 ans sur la table en train de dessiner. Elle regarde son mari et fait, bah, il n'est pas couché le petit? Et son mari il fait, ah non. Bah, il a mangé le petit? Je sais pas. Et en fin de Ah compte, oui. elle et lui, ils ont perdu complètement la notion du temps à distance. Alors il y avait, je crois, une quarantaine de kilomètres pendant tout ce temps-là, pendant 5h30. Alors que d'habitude, quand elle quitte son travail, elle appelle son mari pour avoir des nouvelles du petit, parce que quand elle va rentrer, le petit sera couché. Et là, ni l'un ni l'autre s'est inquiété. Bah, surtout son mari, hein. Il n'y a Oui, pas eu d'appel oui, téléphonique. qui a l'habitude de l'avoir tout le temps au Voilà. téléphone, ouais, ouais. Et ils n'arrivent toujours pas à s'expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc moi, je les ai revus plusieurs fois parce qu'on est devenus des amis maintenant. Et là, il y a très peu de temps, on s'est rencontrés. On a été manger chez eux. Et on a reparlé de cette histoire. On a recherché, parce que le dessin, ils l'ont gardé, que faisait le petit à ce moment-là. Et ils l'ont retrouvé, le dessin. Et le petit, je te fais ni une ni deux, il avait dessiné à ce moment-là un triangle dans le ciel avec un petit bonhomme qui ressemblait à un cosmonaute à côté. Ah ouais, ça par contre, c'est une dinguerie. Ouais. Ouais, c'est une dinguerie. C'est dingue.
cette histoire, elle nous a retourné la tête là. On est en train de chercher ce qui a pu se passer, surtout à une distance aussi oui, longue. c'est ça. Et Ouais. est-ce que tu as essayé de voir ce phénomène, justement, par exemple, à cette enquête-là, voir ce qui a pu se passer autour, s'il y a eu des gens aussi qui ont vécu un peu à cette période-là ou pas du tout? Le problème qu'il y a, c'est que elle a vécu ça en 2015. Ah ouais, ça date. Et ça moi, fait 10 ans. je l'ai rencontré en 2024. Tu vois. D'accord. Donc voilà. Mais je sais que c'est une histoire, quand on se retrouve les uns les autres, là, c'est toujours un truc où ils sont complètement... ils se demandent toujours ce qui s'est passé, quoi. Ce qui est normal, quoi, parce que c'est pas normal du tout. Ouais, tout à Et fait. là, il y a 3 témoins, quoi. Et à des distances, notamment, le père et la mère complètement Bah, loin l'un de l'autre. ouais, Ou alors, il y a surtout peut-être une connexion, tu vois, psychique aussi, qui peut s'opérer. ça, c'est... Il y a une personne qui m'en a parlé, qui écoute d'ailleurs l'émission discrètement, il fait qui m'en gros a parlé, qui m'en a parlé, qui m'a dit, de toute façon, il doit y avoir un lien psychique entre les deux. Ouais, Et, je pense, ouais. ouais. Mais après, nous, on n'est pas là-dedans encore. Tu vois, on n'a pas encore cette connaissance, on n'a pas encore cette... Cet automatisme de se dire, Ouais. c'est peut-être ça. Voilà, c'est peut-être ça, voilà, tout à fait. Je vois. Je cherchais mes mots pour éviter de choquer qui que ce soit. Voilà. Non, mais t'inquiète pas, on a l'habitude sur Ouais. Fantasia. On est très, très ouvert à plein de Ouais. choses. Donc, tout est possible, hein, à partir du Tout est moment possible, où hein. voilà, Tout on est ouvre possible, les ouais. portes. Ouais. Hein. Ça peut être métaphysique, ça peut être psychique, ça peut être de tellement de choses différentes. Ou même, comme nous explique Polyèdre aussi sur le chat, ça m'a fait rire, c'est peut-être aussi le jour du changement de l'heure aussi, pour notre histoire précédente. On ne sait pas. Mais oui, mais celle-ci, effectivement, est complètement dingue, je trouve. C'est l'une des Ouais. plus dingues. Ouais, c'est une des plus dingues que j'ai pu avoir à l'heure actuelle, ouais. Ouais, En ouais, France, ouais. parce que bon, les Américains, hein, comme ils expliquent aussi sur le chat, ils sont quand même super, super à fond autour de ce sujet-là, mais eux, à chaque fois, c'est fou, en fait. Hein. On voit certaines mêmes vidéos, on se demande pas si c'est du fake, parce qu'on voit carrément des petits bonhommes verts qui Ouais, se ouais, baladent, non, mais c'est assez dingue. là, maintenant, avec la technologie actuelle, tout on peut faire, faire hein. ce qu'on veut. Ouais, on peut faire ce qu'on veut. Après, le problème qu'il y a avec les États-Unis, c'est ça, c'est que là, on est vraiment souvent dans un monde de croyances là-bas. Ouais, C'est plus de la énormément. croyance. Ouais. Et comme je dis, le problème qu'il y a aussi, c'est que nous, on ne peut pas contrôler ce que les témoins ont pu dire ou les gens qui rapportent les choses sur Internet. Souvent, ils n'acceptent pas de rencontrer un enquêteur. Et ça, pour nous, C'est dommage. pour nous, c'est une des preuves que les gens ont peut-être inventé l'histoire. Ouais. Oui, parce que quelque part, avoir justement une enquête beaucoup plus sérieuse derrière le phénomène, ou alors enlever la croyance. Parce que tu sais, le fait de se dire, il y en a certains, ils sont comme ça. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, on m'a choisi moi, Oui. je suis devenue extraordinaire, derrière, je développe des capacités, etc. Tu vois, il peut avoir aussi cette reliance-là émotionnelle qui se met en place. Ouais, c'est tout à fait ça. Et justement, c'est nous, notre travail, entre parenthèses, le travail d'ufologue, ou même de gens comme vous, là, qui êtes un peu dans le paranormal, c'est de justement dire aux gens, faites attention, vous n'êtes pas quelqu'un d'extraordinaire, vous êtes parmi une multitude de gens qui ont fait des observations, une multitude de gens qui ont développé aussi une autre approche de la vie. Et vous n'êtes pas le seul à vivre ce genre d'événement, donc vous n'êtes pas unique, vous n'êtes pas le nouveau Christ L'élu. ou l'élu. Vous n'êtes pas un élu. Vous êtes une personne qui a eu la chance d'observer quelque chose ou de vivre une expérience parce que vous étiez au bon endroit où le phénomène a choisi, parce que ça c'est une des choses qu'on peut penser, c'est que si le phénomène est capable de voir le futur, il peut choisir aussi le lieu d'apparition et donc de choisir le témoin et de décider d'apparaître à ce moment-là. Mais c'est pas parce qu'il apparaît devant vous que vous êtes l'élu. Ou alors il y en a des millions d'élus dans le monde entier parce que on est parmi les gens qui ont fait des observations, on est des millions dans le monde. Hein. Faut être sûr. Justement, est-ce que tu as vu une recrudescence justement de personnes qui témoignent de ce type de phénomène par rapport au passé, ou
Ou alors ça stagne, c'est peut-être même moins qu'avant. Non. Il y a énormément qui parlent, Oui. énormément de gens qui parlent sur Internet. De leur observation. Dans chaque émission, toi, on peut avoir des gens qui viennent rapporter ce qu'ils ont vu. Ça, c'est une des choses qu'on peut dire que Internet a permis, c'est que les gens ont plus de facilité de trouver les médias ou de trouver vers qui parler. Mais il y a énormément de gens qui n'acceptent que de parler de leur expérience à travers ce média qui est Internet. Et il y a énormément de gens parmi ces gens-là, qui n'acceptent pas de rencontrer justement des enquêteurs pour déposer leurs témoignages. C'est un peu dommage d'ailleurs. Ouais. Est-ce que tu essayes des fois, toi, puis les autres enquêteurs, d'aller frapper aux portes de ces personnes-là, justement, qui témoignent? Ou pas du tout? Et frapper aux portes, non, parce que déjà, on n'a pas leur adresse. Et Oui. puis ça, c'est pas le genre de. Enfin, c'est de choses à l'expression, faire. hein, quand j'y frappe aux Ouais. portes, c'est les contacter par Mais via Internet, voilà. par exemple. Ah ouais, moi je sais que je suis pas le seul à le faire, on est plein de personnes à le faire. Hein. Sur les chats, souvent qu'on va apparaître, tiens, j'ai été témoin de telle chose tel jour, hop, tout de suite on va sur le chat et on dit, tiens, voilà, si ça t'intéresse, nous on peut enquêter, voilà. Et soit la personne nous répond, nous dit ouais ok, moi je suis pas contre, donc je donne l'adresse de LDLN où elle peut nous écrire pour donner son adresse ou son numéro de téléphone qu'on puisse l'appeler. Et après hop, ça lance l'enquête. Mais souvent ça matche pas souvent. Hein. Oui. Ouais. Ça va pas plus loin que Ouais. du Que papotage. des paroles, voilà. Ça, tu vois, c'est vraiment dommage. Mm. Parce que dans l'ensemble, il y en a très, très certainement certains qui voudraient témoigner et donner une petite pierre à l'édifice, quoi. Et Ouais, j'imagine que Bulgarache aussi a dû beaucoup couler d'encre. Garage 2012, surtout à la fin Ouais. du monde, ouais, c'était Ça a dû être une année riche en rebondissements pour vous. surtout très riche dans les moqueries. Ouais. Surtout. Ouais. Ouais, ça c'est parce qu'on a attribué Bugarache, fin du monde, à l'ufologie. Ce qui avait rien à voir d'ailleurs, mais bon. L'amalgame. Ouais, l'amalgame, voilà. C'est encore des gens qui ont raconté que les extraterrestres allaient venir nous sauver, tout comme tout ce qui se passe actuellement, où on n'a aucune preuve scientifique que 3I Atlas, là, la fameuse comète, serait un vaisseau spatial venu du fin fond de l'univers et qui viendrait visiter notre planète. Ben ça, hein. Je vois. Alors donc, vous avez quand même tenté de percer les mystères de ce lieu, parce que bon, ce lieu, on ne peut pas y échapper hein, dans l'ufologie, Bugarache, Mhm. je t'en parle, je suis désolée, mais on entend quand même dire qu'il y aurait une soucoupe volante à l'intérieur Ouais, du on pic. entend même parler que dans Bugarache, cette fameuse montagne, il y aurait une base directement. Oui, Ouais. Ouais. d'OVNI, quoi, tout ça. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Et est-ce que tu as des enquêteurs qui sont déplacés, qui ont pu essayer de percevoir des choses ou pas du tout? Non, déplacé que pour ça, non. Oui, Parce que la région est belle, hein, quand même. Hein. oui, tout à fait. Voilà. Et comment dire, il y a eu des gens qui se sont déplacés là-bas, qui sont très curieux de savoir ce qui s'est produit, qui ont fait des photos et qui ont eu des résultats un peu particuliers sur, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les photos surprises là. Mm. Et grâce au numérique, maintenant, on arrive à avoir pas mal de photos et qu'on essaie d'analyser d'ailleurs. Et ça permet aussi d'avoir des images qui sont assez, on va dire, Net. surprenantes. Ouais. Surprenantes, ouais. Ouais. Mm. Ouais. Parce que tu Ils sont- perçois des formes, des choses comme ça sur l'image? Bah, au départ, on voit des espèces de points ou des formes qui sont un peu bizarres. On se dit, tiens, on va la garder cette photo. Et après, on peut, tu sais, il y a beaucoup de, maintenant, l'informatique, on peut avoir accès à beaucoup de logiciels de Oui. traitement d'image, tout ça. Et quand on traite l'image, et d'ailleurs, dans un numéro de LDLN, je crois que c'est le 455, moi j'étais parti à Bugarache, on a fait des photos, on a eu un résultat sur une des photos. Au départ, on voulait pas trop la mettre. Oui. Et en fin de compte, la forme qu'on a réussi à trouver grâce à un logiciel correspondait à la même forme qui avait été observée quelques jours après à Islamabad, voilà, j'arrive, au Pakistan. D'accord. Et c'est exactement la même. On s'est dit, attends, là, c'est pas possible.
on n'a pas pu faire. Il y a eu un truc, quoi. On a observé ça à Bugarache et c'était filmé aussi là, au Pakistan. Donc on s'est dit, voilà, là il y a eu corrélation entre les deux. Et donc il y a plein de photos comme ça, de photos surprises qui, une fois qu'on écarte les mouches, les oiseaux, les avions, les trucs un peu bizarres, on a quand même, il reste encore dans le fond de ces photos quand même beaucoup de photos qui posent question. Ouais. Il y a Roxane dans le chat qui te pose une question. Elle dit pense-t-il, donc Jean-Louis, pense-t-il vraiment que Burgarache est un spot ufologique ou pas? Alors déjà, c'est quoi un spot, hein, pour que les enchanteurs puissent comprendre? Alors, un spot, c'est un lieu où il se produit beaucoup d'observations. Oui, Et Bugarache, malgré tout, en fait partie. Ouais, d'accord. ouais, voilà. C'est comme dit Polyèdre, en fait, c'est la montagne est une sorte de mythe. Ouais, Donc ça aide pas en réalité. c'est ça le problème. Parce que déjà, rien qu'au niveau de connaissances géologiques, déjà, rien que la montagne, elle est bizarre. Oui, Parce que ce qui est en haut devrait être en bas et ce tout qui est à en bas fait. devrait être en haut. Alors, Ouais. déjà, Je l'ai découverte cet été et Ouais, effectivement, ouais. c'est assez surprenant, cette Ouais. particularité-là. la Donc, montagne inversée, ça, ouais. Ouais. ça aide pas en réalité à Mhm. comprendre le phénomène. C'est ça. Non. Bah écoute, c'est Bon. vraiment waouh. Est-ce que tu as une petite subtilité supplémentaire à nous transmettre autour des enquêtes que tu n'as encore pas mis en lumière, hein, et qui pourrait un petit peu nous faire percevoir des choses qu'on ne perçoit pas encore pour le moment? Dans quel sens tu veux dire ça Au niveau de l'enquête, je sais pas, une certaine méthodologie ou un retour que tu en fais, déjà suite à toutes ces années d'expérience d'enquête, est-ce que tu sens qu'il y a peut-être un truc qui fait la différence entre une enquête et une autre? Imaginons. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est clair. C'est que la grosse différence qu'on peut avoir entre une enquête et une autre, c'est le témoin déjà. Ouais. Déjà, le témoin, si il est resté les pieds sur terre et qu'il a bien analysé ce qu'il a observé, il a pris le temps d'observer, il a pris le temps de prendre des repères, de prendre des informations, qu'il n'a pas été choqué par ce qu'il a vu. Parce que ça aussi, le choc peut faire que tu t'oublies plein de choses. Hein. Tu oublies de prendre des photos, tu oublies de prendre des repères, tu sais pas trop la durée que ça a duré, tout ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que entre un témoin qui va nous dire « Ah, j'ai observé une lumière. » Oui, et bah, j'ai observé une lumière. Ah d'accord, ok, bon bah voilà, on va s'arrêter là. Et le gars qui va te dire, le témoin qui va te dire, alors moi j'ai observé telle chose, j'étais à tel endroit, j'ai observé dans telle direction, ça a duré tant de temps, j'ai vu telle couleur, ça s'est transformé en telle couleur au bon moment, ça a changé de forme, parce que ça peut changer de forme aussi. On était deux, et la personne qui était avec moi n'a pas vu la même chose que moi, tu vois, et il apporte des... Ça, c'est super intéressant pour nous, d'avoir un témoin qui a vraiment observé et qui a pris le temps d'observer. Voilà. Et j'avais une autre question. Quand vous vous déplacez, donc vous êtes à plusieurs? Ouais. Ouais. Souvent, on est au moins deux. Voilà. D'accord. Il y a peut-être un spécialiste dans un domaine et un autre spécialiste dans un autre? Non, c'est surtout... alors, toi, c'est par prudence, déjà. Parce que déjà, parfois, on ne sait pas chez quel témoin on va arriver. Oui. Malheureusement, avec la vie qu'on mène maintenant, il peut se passer tellement de choses. 2, si c'est par exemple c'est une témoin, c'est une personne qui est féminine qui va témoigner, je vais pas y aller tout seul. Je serai soit avec une autre ufologue féminin ou avec un autre ufologue. On sera au moins deux. D'accord. Parce qu'elle peut raconter ce qu'elle veut après. Tout à fait. Mais tu Voilà. enregistres vos rencontres? On enregistre nos rencontres. Alors soit on enregistre en dictaphone, ou soit la personne accepte qu'elle soit filmée soit de face ou soit de dos. Voilà. Et nous, on essaie d'expliquer aux gens qu'en fin de compte, même si elle est filmée de dos ou la caméra baissée, ça nous permet de garder des images et de garder de l'information qu'on n'a pas pu récolter, et ça nous permet de revenir de manière de revenir de manière régulière sur leur témoignage et réécouter le témoignage 2 ou 3 fois, pour bien l'assimiler et bien reprendre des notes et bien voir quand on va la voir la deuxième fois, voir les points qui sont un peu obscurs ou les points qu'on a pu oublier pendant le témoignage.
Voilà. Et c'est important de faire ça parce qu'effectivement, quand tu arrives sur le lieu, en fait, où tu rencontres ces personnes-là, tu es prédisposé d'une certaine manière, tu es dans ton truc. Et après coup, quand tu réécoutes ou que tu revois, bah, c'est vrai qu'il y a des choses que tu n'avais pas perçues au départ. Tout à fait, ouais. Donc ça aide beaucoup. Donc c'est vraiment bien ce que vous faites. Hein. Ouais. On sent, c'est méticuleux. Voilà, et surtout, on ne dirige pas le témoin. On ne va pas lui dire, on ne va pas l'influencer dans ce qu'il a pu observer. On ne va pas lui dire, ah, mais monsieur, c'est un ovni, c'est un vaisseau spatial que vous avez observé, toi. On va jamais aller de ce côté-là. On va toujours prendre le temps de faire notre recherche. On va toujours prendre le temps de continuer à poser des questions, et ça, c'est important. Ouais. Donc il y a Roxane. Merci Roxane. Je te fais de jolies poussières d'étoiles. Elle nous dit, il faut que Jean-Louis nous parle de sa revue avant qu'on se quitte. C'est important. Et oui. Ouais. Après, voilà. Donc la revue LDLN, qui existe depuis 1958, elle a été créée par monsieur Raymond Velite, qui à l'époque, en 1958, faisait partie des premières personnes qui s'intéressaient à la nature, réellement. Parce que lui, il parlait de tout dans cette revue. Il pouvait parler des plantes, des nouvelles sciences, de tout ce qui était les gens qui faisaient des plantes médicinales, tout ça. Voilà. Oui. Et c'est au début des années 70 que la revue s'est spécialisée dans le domaine ufologique. Elle a commencé à rentrer dans le domaine ufologique et elle est vraiment devenue une revue UFO. Hein. D'accord. Et monsieur Raymond Velite a ensuite donné cette revue à Joël Ménard, qui l'a énormément développé. Et Joël Ménard est reconnu comme un très très grand enquêteur et un très grand connaisseur dans le domaine. D'ailleurs, souvent les gens, ils étaient complètement... quand tu discutais avec lui, il était capable de te raconter une enquête d'il y a 15 ans, te ressortir le numéro de téléphone de la personne, te redire son nom, prénom. C'était impressionnant. C'était une bible de l'UFO, Joël. Franchement. Et donc c'est une revue qui n'existe que sur abonnement et qu'on peut trouver que sur le site ou en envoyant un lien à LDLN. Et malheureusement, on peut pas la mettre en presse parce que ça coûte beaucoup trop cher, quoi, d'être en presse. Et toutes les personnes ou toutes les associations ou tous les gens qui veulent témoigner peuvent se rapprocher de nous, et à partir du moment que votre témoignage, qu'il soit anonyme ou pas, parce que nous on préfère qu'il soit anonyme, hein, pour une raison que on souhaite que les témoins soient tranquilles dans leur vie, qu'ils ne soient pas qu'ils soient pas visités par des gens un peu loufoques, on va dire. On préfère qu'ils soient anonymes dans la revue, mais nous dans nos archives, voilà, je cherchais le mot. Dans nos archives, on a les noms, prénoms et toutes les références souhaitables du témoin. Il y a des articles qui sont écrits à l'intérieur et qui essaient de donner toutes les hypothèses qui existent actuellement. On a tous les témoignages. On fait aussi, avec Jonathan Ginet, on fait ce qu'on appelle l'histoire du ciel. Alors, tout ce qu'on peut observer dans le ciel, tout ce qui est le lever des planètes et compagnie, voilà. D'accord, c'est juste énorme, quoi. Hein. Donc les enchanteurs, donc il y a un site, hein, donc LDLN, donc c'est le nom, hein, lumière dans la nuit, en fait. Ce que ça signifie. D'ailleurs, vous faites aussi ce qu'on appelle des festes ovnis. Oui. C'est quoi donc? C'est des festivals autour de l'ovni? Ouais, c'est-à-dire que pendant ce festival qui aura lieu cette année, on le fait le 23 et 24 mai 2025, et ça se passe à la Turballe, dans le 44. Et la Turballe, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est à côté de Guérande, les selles de Guérande. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc on invite à ce moment-là des ufologues qui viennent faire des conférences. Donc ça dure 2 jours, c'est sur 2 jours. Et donc, on fait ça et en même temps, on fait la fête. Parce que c'est très festif. Ah oui. Voilà, c'est très sérieux pendant les conférences. Mais en dehors des conférences, on est là pour s'éclater, pour discuter entre nous, pour faire la fête, pour danser. Tu vois, on a fait c'est avec Janie Chariot, qui habite aussi à la Turballe, qu'on a créé ce festival. Et on a dit qu'il faut que ce soit un festival, pas que sérieux. Il faut qu'en dehors des conférences, on puisse s'éclater et que les gens puissent être heureux de se retrouver et heureux de faire la fête entre nous. Voilà.
énorme. Ah, mais c'est magnifique, en fait. En réalité, il y a un côté sérieux, puis il faut aussi un petit peu se détendre, quoi. Hein. Et en plus, là, tous les ans, on refuse du monde parce que les gens, la première année, on était une centaine. Oh là, oui. Ouais. Et là, on refuse tellement de monde parce que le festival, il attire en fin de compte parce que maintenant, les gens, ils sont là, ils voient le côté festif, ils voient le côté sérieux et voilà. C'est énorme. Ouais, il faudrait que je vienne. Donc, le samedi 23 mai et le dimanche 24 mai. C'est ça. Et même une activité possible le lundi 25 mai dans l'après-midi. Voilà, on va faire visiter le secteur de Pimbron avec peut-être des histoires qui se passent dans le secteur, voilà, en même temps. Ouais. Rock'n'roll. Roxane, hein, t'iras, j'espère, comme ça on pourrait se retrouver là-bas. Ce serait top. Et pour répondre à sa question, à Mary Poppins, on peut se loger facilement, il y a tout ce qu'il faut, voilà. Merveilleux. Et si on n'est pas véhiculé, on peut venir vous chercher. On peut s'arranger entre nous pour... dans une voiture en forme de soucoupe volante. Oh, voilà, tout à fait. Pour venir vous chercher à la gare de La Baule. En plus, là, c'est un magnifique lieu que vous avez choisi. Vous allez souvent dans ce coin-là ? Nous, on habite là, donc à Turballe. Ah ouais. Voilà. Donc ok, vous êtes vraiment bien situé. La Baule, c'est vraiment magnifique. Ouais. Vous devez voir des trucs de fou quand même, hein, là-bas, non ? Il se passe pas beaucoup de choses au niveau atmosphérique, etc. Il y a beaucoup de phénomènes qui sont rapportés dans le secteur et comme on est au-dessus, on a un visuel sur la mer. Ouais. Il se passe pas mal de choses au-dessus de la mer. Hein. Je me doute. Ouais. Comme quoi l'eau, c'est ce qu'on disait. L'eau est un véhicule qui est pas inintéressant dans tout ce qui est phénomène particulièrement spécifique. Ouais. En tout cas, vraiment, merci beaucoup Jean-Louis pour cette superbe soirée. Franchement, on a passé un super moment à découvrir ton univers, ton parcours et puis surtout comment ça se passe une enquête. On te réinvitera avec grand plaisir, hein, vraiment. Voilà, et je te donnerai plein de liens avec plein de personnes invitées qui sont super intéressantes. Comme dit Mary Poppins, il y a Jonathan, qui a une Bible. Alors lui, c'est un spécialiste de notre ami Camille Flammarion, et qui a plein de choses à raconter. Il y a d'autres personnes, il y a Rick Zurker, il y a Egon Kragel, il y a plein de gens comme ça qui sont Vous nous gâtez, hein. Ouais. On est vraiment bien entourés, je peux vous dire, les enchanteurs. On a des grosses pointures, là. Vraiment. Voilà. Merci à vous tous pour cette superbe soirée. Merci à toi encore, Jean-Louis. À très bientôt. Puis la bise à nos amis. Hein. Ah oui, il faut. Notamment, il y avait Bragy, il y a encore Polyèdre qui est là, il y a Roxane, il y a Robert, il y avait Lysia. Merci à vous d'être venus sur le chat ce soir. Oui, voilà. Jonathan, oui. Voilà. Plein de gros bisous, mon très cher Jean-Louis. Et à très bientôt. Allez, à bientôt. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.